J'ai un poil dans la bouche. Bon, au début je ne voulais pas sortir cette vidéo pour être totalement transparent et honnête avec vous comme la plupart des compilations sur ma chaîne. Sauf que vous êtes énormément à m'en demander. Et c'est un truc que je comprenais pas au début, mais en fait, j'ai réussi à vous comprendre les gars. Et je suis malin ou quoi? Très peu. On est sur une moyenne assez basse à ce niveau-là. Vous aimez regarder mes vidéos à la suite sans changer de vidéo. C'est pourquoi ce concept existe. Les compilations seraient d'horreur. On est sur 1h30 de frissons. J'espère que vous apprécierez redécouvrir les histoires de la chaîne ou même en découvrir certaines si vous avez raté quelques-unes d'entre elles. Je vous laisse tranquille. Prenez un plaid, prenez un truc à manger. Dessinez à côté, faites vos devoirs, n'importe quoi, endormez-vous. Je sais que beaucoup de personnes s'endorment avec moi en m'écoutant. À très vite pour de nouvelles vidéos, j'espère que vous allez kiffer. Et bon Halloween à tous. Elisa, son histoire elle se passe en juin 2023 et il faut savoir que c'était une férue des applications de rencontres. Elle y passait tout son temps, elle aimait bien parler à des hommes, à tel point que pratiquement toutes les semaines, elle a rencontré au moins 2 ou 3. Elle aimait ça, elle aimait rencontrer beaucoup de personnes sans se prendre la tête et la peine d'avertir ses potes. Et va arriver un jour où elle va rencontrer un homme sur une application de rencontre. Ça va super bien se passer, le courant par message va se faire de fou, à tel point que le mec très vite va lui proposer si elle veut venir chez lui. Elisa aime l'aventure, aime le risque, alors elle s'est dit ouais, ok, pourquoi pas. Tant qu'elle a accepté, elle lui a envoyé ok, je suis chaud. Suite à ça, elle va prendre un chauffeur Uber pour se rendre à son appartement. Mais arrivée devant le bâtiment, elle va voir que déjà il y a un truc qui va pas. La porte du bâtiment est explosée et l'immeuble est dans un sale état. Elle va commencer à ressentir un sentiment un petit peu chelou qui va lui faire penser que c'est peut-être pas la meilleure des choses d'accepter ce date. Mais bon, elle est lancée, elle a fait le déplacement, maintenant qu'elle est devant, eh bien elle va quand même décider de monter à l'étage pour aller devant l'appartement du mec. Mec qu'on appellera d'ailleurs Tristan. Elle va monter à l'étage, toquer à l'appartement, au 8, mais pas de réponse. Bon, du coup elle va toquer au 9, elle va attendre un petit peu, mais pas de réponse encore une fois. Le fait de n'avoir aucune réponse, ça va un petit peu la saouler, donc ce qu'elle va faire, c'est retourner à l'accueil pour finir par envoyer un message à Tristan pour lui dire mec, tu fais quoi? Moi je t'ai fait le déplacement, si t'es pas là vite, ben je vais me barrer quoi. Mais quelques secondes après avoir envoyé le message, que Tristan d'ailleurs n'avait pas encore lu, un homme va se présenter à elle, ressemblant très fortement à Tristan, et qui se dirigeait vers elle. Elle va donc le suivre jusqu'à l'appartement 15, mais là ça va la questionner, elle va lui demander tu m'avais pas dit que c'était l'appartement 8? Lui il va lui répondre non, j'ai jamais dit ça. Mais Claire va lui dire tu te fous de moi, il y a marqué sur le message appartement 9. Et à cette affirmation là, le mec ne va pas répondre. Il va laisser un gros blanc et offrir une cigarette à Elisa. Tristan va ouvrir la porte de l'appartement 15 et là, Elisa va découvrir un appartement des plus insalubres. L'appartement était dans un état, comme elle nous le décrit, horrible, ça sentait apparemment la moisissure et il y avait des déchets absolument partout qui recouvraient le canapé et les tables de l'appartement. L'odeur de la cigarette que tous les deux étaient en train de fumer ne masquait même pas, dites-vous, l'odeur de mort qu'il y avait dans l'appartement. Ses yeux, pour vous dire, se mettaient carrément à piquer tellement que l'odeur était nauséabonde. Elisa va nous dire pour autant que ça ne sentait pas la drogue, mais elle pensait en fait qu'il s'était intoxiqué. Cela faisait 5 minutes que Elisa était rentrée chez ce mec, et c'est là où elle s'est dit qu'il fallait vraiment qu'elle parte. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà d'un point de vue sanitaire c'était horrible, mais aussi pour une raison qui l'a marquée. La première question que va lui poser Tristan va être « Tu peux me sucer ?» Elisa va être choquée. Elle ne va pas du tout comprendre ce qui se passe et va lui répondre que c'est hors de question et qu'elle ne fera jamais ça. Totalement désespérée, elle va lui demander de regarder la conversation qu'ils ont eue ensemble pour qu'elle lui confirme si c'est bien lui à qui elle a parlé. Elle va lui poser comme question « C'est bien ton numéro de téléphone ?» Ce à quoi lui va répondre « Non ». Elisa va instantanément se mettre à paniquer et va gentiment lui dire qu'elle s'est trompée de personne et va décider de partir. Et l'homme, étonnamment, ne va absolument pas bouger de là où il est et ne va rien faire. Son hangar va rester vide, comme si Elisa était déjà partie de la maison. Elisa va déverrouiller la porte pour finir par mettre un premier pied dans le couloir, quand tout d'un coup, elle va ressentir quelque chose la brûler derrière le dos. Et ce qu'elle va découvrir en se retournant, c'était l'homme, Tristan, qui était en train d'appuyer sa cigarette derrière le dos de Elisa. L'homme va essayer d'attirer Elisa en la tirant vers l'intérieur. Celle-ci va tout faire pour se débattre. Elle va se prendre un gros coup de pied dans la mâchoire car elle était en fait tombée au sol. Puis l'homme va la dégager et refermer la porte. Évidemment, Elisa, le premier réflexe qu'elle a eu, c'est appeler la police et partir surtout en courant. L'homme à qui elle avait parlé lui a texté un simple point d'interrogation.
Résultat des courses, Elisa a eu 2 fractures à la mâchoire, 2 dents de cassées, dont une qui a dû être retirée, et des énormes bleus. Cet homme maintenant serait en prison actuellement, avec 4 chefs d'accusation et un procès de sentence qui n'aurait pas encore été fait. Dites-vous qu'il y a même eu un article sur ce mec-là qui dit qu'il aurait été arrêté pour avoir volé et battu 2 femmes à qui il avait donné rendez-vous. Ce qui est trop badant dans l'histoire, c'est qu'on a une preuve à la fin en fait que tout ça est vrai. Le mec a eu des articles sur lui et tout sur le journal de Montréal, assez dingue et assez horrible à la fois. Savannah, oui, elle a voulu installer l'application comme toutes ses copines et ses copains pour communiquer avec ses potes et bien se marrer. Pendant les premières semaines après qu'elle ait installé l'application, tout allait pour le mieux, elle s'en servait assez souvent et rien d'étrange ne lui était arrivé, jusqu'à cette fameuse nuit. Elle va nous expliquer que cette fameuse nuit, elle était allongée dans son lit. Et comme elle n'arrivait pas à dormir, eh bien elle naviguait sans aucune raison sur son téléphone. Quand, tout d'un coup, un Snapchat s'est mis à apparaître sur son téléphone de sa meilleure amie. Meilleure amie qui s'appelle Erika et qui vivait à 1200 miles de la maison de Savannah, car il faut savoir que Savannah avait récemment déménagé. Cette notification Snapchat ne va pas trop l'étonner car elle était très habituée à ce que sa meilleure amie lui envoie souvent des Snapchats d'elle qui fait une petite blague ou qui rigole à un truc. Enfin, c'était voilà, assez fréquent quoi. Ça ne l'a pas du tout étonnée, même si l'heure était quand même assez tardive. Bon, elle va quand même l'ouvrir naturellement en espérant rire parce que là, elle n'arrivait pas à dormir et ça l'a saoulée un peu quoi. Mais au lieu que ce soit cela, au lieu de rire, là elle va ressentir un gros sentiment de confusion quand elle va regarder le Snapchat qui lui a été envoyé. Pourquoi vous allez me dire? Parce que le Snapchat, quand elle va l'ouvrir, elle va voir sur la photo qu'il y a sa meilleure pote qui est en train de dormir. Ce qui va étonner Savannah en fait, c'est que le Snapchat qu'elle va regarder, qu'elle va ouvrir, avait été pris de l'autre côté de la pièce. Comme si une personne était dans la chambre de sa meilleure amie et l'avait prise en photo. Savannah ne va pas directement être terrifiée, elle va juste être dans l'incompréhension totale. Elle va essayer de comprendre qui aurait pu la prendre en photo à sa meilleure pote, à savoir qu'elle n'a pas de copain, pas de frère, mais seulement 2 parents. Mais pourquoi l'un de ses parents aurait voulu la prendre en photo la nuit, très tard, et l'envoyer après à sa meilleure amie? Non, ça colle pas du tout. Le temps va petit à petit s'écouler, elle va regarder la photo, et bam, la photo va se supprimer. Car oui, sur Snap, il y a un temps, quelques secondes avant que la photo, eh bien, on ne puisse plus du tout la voir. Pendant 10 minutes, elle va être complètement déphasée et elle va essayer, voilà, encore de trouver des théories sur qui pourrait être la personne qui a pris sa meilleure pote en photo. Et après ces quelques minutes, une autre notification Snapchat va apparaître sur son téléphone, indiquant que sa meilleure pote, encore une fois, lui a envoyé un snap. Savannah va l'ouvrir avec hésitation et elle va se rendre compte que c'est la même photo, mais comme si on avait zoomé en fait sur sa meilleure pote. Sauf que pas du tout, après réflexion, Savannah va se rendre compte que la personne s'était rapprochée un peu plus d'elle, à environ 4 pas de plus, pour la reprendre en photo. Le même sentiment pour la deuxième fois va s'installer chez Savannah, la terrifiant de plus en plus. Elle va se sentir toute bizarre et va de plus en plus s'inquiéter pour sa meilleure amie. 10 minutes vont encore s'écouler et ça va être rebelote. Une autre notification va apparaître sur le téléphone de Savannah indiquant que sa meilleure pote lui a encore envoyé une photo. Elle va à nouveau l'ouvrir avec énormément de peur en elle et va se rendre compte que c'est encore une fois la même photo, sauf que la personne qui a pris la photo est encore plus proche de sa meilleure pote. Il a fait encore quelques pas et s'est décidé de prendre encore une photo d'elle et de l'envoyer à Savannah. La personne derrière tout ça avait envoyé 3 photos. Savannah ne voulait pas en voir une 4e, elle était horrifiée de recevoir encore une notification, elle en avait vraiment l'angoisse, sauf que malheureusement, c'est arrivé. 10 minutes après, elle va recevoir la dernière photo de la soirée. Et cette photo, elle va expliquer sur le post Reddit que ça lui a changé sa vie dans le pire sens qu'elle ait pu imaginer. La 4e et dernière photo, quand elle a ouvert, elle a vu sa meilleure pote en gros plan. Donc le gars s'était encore approché pour prendre la photo, sauf qu'il y avait un détail sur cette photo. C'est que sa meilleure amie avait la gorge tranchée. Son oreiller qu'elle avait vu au début blanc, là, était noir. C'est normal, car le sang s'attache. Et oui, ce qu'il y avait sur son oreiller était bien du sang qui avait séché et qui avait du coup déposé un liquide noir sur l'oreiller. Même si Savannah est traumatisée, même si elle est paniquée et qu'elle a tout sauf envie que ce soit la réalité, elle va quand même immédiatement se décider
à appeler les parents de sa meilleure pote pour voir si tout ça n'est qu'une blague. Elle va composer le numéro du téléphone fixe de la maison où habitait sa meilleure pote et va tomber sur ses parents. Elle va tout leur expliquer très vite, très stressée, en bégayant pratiquement sur tous les mots qu'elle dit. Et d'ailleurs les parents au début ne vont pas trop comprendre, mais ils vont comprendre qu'il y a un problème avec leur fille. Donc ils vont se diriger vers leur chambre, ouvrir la porte et voir personne. Personne à part le corps de leur fille qui est dans le lit, sur lequel on avait pu trancher une partie du cou. Tous les snaps étaient bien vrais, Savannah n'a pas du tout halluciné, elle était bien face à l'envoi de Snapchat d'une personne qui a assassiné sa meilleure copine. Le père, quand il va rentrer dans la chambre de sa fille, va voir non seulement la fenêtre qui était ouverte complètement, mais aussi les cheveux de sa fille qui flottaient avec le courant d'air qui s'était du coup créé avec la porte que le père venait d'ouvrir, mais aussi la fenêtre qui était ouverte. Bref, la scène est horrible, le père va être traumatisé, tout le monde va être dans une phase de traumatisme. Savannah, elle va être mise au courant par l'un des enquêteurs que les Snapchats n'avaient pas été envoyés que à elle, à tous ses potes. Savannah va commencer à appeler tout le monde pour leur décrire ce que elle avait reçu pour essayer de comparer avec ses potes, et oui, tout était parfaitement pareil. Elle va se rendre compte quand les autres lui décrivent ce qu'ils ont reçu que ça colle parfaitement en fait. Les photos qu'ils ont reçues étaient toutes identiques. Y compris cette photo que je ne vous ai pas parlé. C'était la 5e photo, une photo qui comportait une phrase écrite au marqueur par la personne qui avait pris Erika en photo. Cette phrase-là indiquait ceci: « Je viens pour vous tous ». Mais alors, qui a pu bien prendre ces Snapchats et l'envoyer à Savannah ? Qui a fait ça? Eh bien malheureusement on ne sait pas du tout. L'affaire a été classée sans suite, on a juste constaté le décès finalement de Erika, mais malheureusement on n'a pas pu faire plus car on n'a retrouvé aucune trace de la personne qui avait pris des photos durant cette nuit du corps de Erika sans vie. Est-ce que cette personne-là était le meurtrier? Oui, on le suppose. Et est-ce qu'on aura une réponse de ma part rassurante à la fin de cette vidéo? Oui. Vous verrez qu'à la fin de la vidéo, je vous livrerai un truc par rapport à cette histoire qui vaut le coup et qui vous rassurera peut-être sur cette histoire. Je le fais à la fin parce que c'est logique dans la manière de faire là. Sinon, pour les autres histoires, vous verrez que c'est pas dingue de le dire maintenant. Elle va commencer par nous dire que pour des raisons économiques et pratiques, elle utilise souvent des taxis pour se déplacer. Elle avait choisi de prendre un prix forfaitaire car celui-ci lui coûtait beaucoup moins cher que sa voiture. En plus de ça, le village où elle habitait était assez isolé de pratiquement toute civilisation. Il fallait au moins qu'elle fasse 10 à 20 km pour atteindre le premier supermarché. Donc c'est pourquoi cette option était la meilleure pour elle. Le point positif en plus dans tout ça, c'est qu'en règle générale, le service de taxi qu'elle prenait était ultra professionnels. Ils avaient des véhicules récents, ils étaient tout le temps propres dès qu'elle y rentrait. Pratiquement à chaque fois, les chauffeurs étaient très amicaux et savaient tenir une discussion pour éviter l'ennui du trajet. Ils étaient aussi toujours à l'heure et presque toujours les mêmes chauffeurs se chargeaient des courses. Et un jour, Claire, après 3-4 semaines qu'elle ait utilisé ce service-là, elle va faire la rencontre d'un nouveau chauffeur. Mais jusque-là, rien de spécial vous me direz. Ce chauffeur va être pareil que les autres. Le service va être impeccable, pendant le trajet ils vont parler de pluie et de beau temps, il n'y avait rien à redire. Et il y a 2 semaines de ça, ce monsieur lui avait proposé pendant une course de l'appeler par son prénom, pour finir par donner son âge à Claire et sa nationalité. Il va aussi sortir à ce moment-là une information de nulle part et il va continuer sa conversation en expliquant qu'il a acheté une imprimante connectée et qu'il n'arrive pas à la connecter par Bluetooth à son smartphone. Claire, très gentille et peinée de sa situation, elle va lui donner plusieurs conseils et la conversation s'est arrêtée là. Et de nouveau, un autre jour, elle va la voir comme chauffeur. D'humeur assez enthousiaste, le chauffeur va lui reparler de son imprimante et il va lâcher à Claire: « Toi qui travailles dans ce domaine, tu peux m'aider? J'arrive pas à la connecter. Si tu veux d'ailleurs, on peut s'ajouter sur Messenger. » Cette demande va pas trop alarmer Claire, elle va simplement se dire que c'est une drague un peu nulle et que le gars essaie juste d'avoir son numéro et pense qu'il s'en fout littéralement de son service. Vu que Claire était arrivée à destination au moment où le chauffeur avait fini de poser cette question-là, Claire va gentiment lui bafouiller une réponse improvisée, un truc du genre ouais t'inquiète j'y penserai plus tard, et elle va finir par sortir de la voiture. À savoir que ce mec, elle ne lui avait jamais parlé de son travail, car oui, entre autres, elle est technicien informatique. Alors comment ce gars a su ça? Eh ben pour l'instant elle en sait rien, mais ça l'a fait un petit peu bader. Mais bon, elle va se dire que en soi, l'information est facilement trouvable sur Facebook, même si son profil n'est
pas full public. Mais bon, Claire a très vite fini par oublier cet incident, pensant plutôt à l'ami qu'elle devait aider pour un divorce assez compliqué qui était lié à des histoires absolument dramatiques de violence conjugale. Autant vous dire que le divorce l'a pas mal occupée et que donc ce moment avec le taxi, elle a très vite fini par l'oublier. Sauf qu'elle a dû à nouveau un jour se déplacer et faire appel à un taxi. Et vous l'aurez sûrement compris, à nouveau elle a eu le même chauffeur. À peine être montée dans la voiture, Claire, elle va avoir une subite envie de sortir de la voiture. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle a ressenti un sentiment assez particulier. Comme si ça allait être le dernier trajet qu'elle allait faire en voiture. Le chauffeur va lui dire bonjour, mais cette fois-ci en utilisant son prénom. Il va lui demander des nouvelles sur la santé de son père, d'un humour assez enjoué. Claire nous précise encore une fois qu'elle n'a jamais mentionné dans aucune de ses conversations avec lui son prénom, ni même la maladie de son père. Autant vous dire que le trajet va se passer dans un silence assez pesant. Claire est finalement sortie de la voiture et les craintes qu'elle avait sur cet homme ne s'étaient heureusement pas réalisées. Elle effectue ce qu'elle avait à faire donc sur le parking du magasin. Elle va appeler la centrale du taxi pour commander un taxi à nouveau. Le monsieur qui gère les taxis au bout du fil va lui dire qu'il avait déjà un véhicule sur place qui venait de déposer à l'instant une vieille dame. L'homme va lui dire si elle peut éventuellement aller à sa rencontre. Comme ça, lui, il se chargera en retour instantanément de le prévenir qu'il avait une nouvelle course à faire. Claire va arriver à la hauteur du chauffeur et devinez qui c'était, le même chauffeur qu'elle avait eu les jours précédents. Il va accueillir Claire avec un grand sourire sur le visage. Il va finir par prendre en charge les sacs de Claire pour les mettre dans le coffre. Mais à ce moment-là, quelque chose de particulier va se produire. Le chauffeur, il va se mettre derrière Claire pour se coller contre le coffre en ayant un geste tactile sur son dos. Une sorte de caresse assez malsaine qui va instantanément glacer le sang à Claire. Ce dernier va lui demander de monter devant car en fait il y avait un bug sur les portières arrière et il fallait qu'il les répare. Autant vous dire que Claire n'avait pas du tout envie d'être à côté de lui, elle avait juste envie à ce moment-là de fuir et très vite. Elle va donc, comme il y a un problème technique à l'arrière, et bien monter devant en se disant qu'il n'y a que 10 km et qu'en voiture eh bien ça va passer assez vite et elle va tout faire pour cacher ses émotions. Mais cette manière de fonctionner, eh ben ça a été son erreur. Le chauffeur commença à devenir de plus en plus curieux. Il va lui parler pendant pratiquement tout le trajet, lui poser plusieurs questions en essayant d'orienter ses réponses. Des questions qui d'ailleurs étaient très focalisées sur le sexe. Il faisait des allusions de plus en plus bizarres, voire ne disait que des trucs de façon directe au bout d'un moment. Claire se souvient même tellement que ça l'a marqué de plusieurs questions que lui avait posé ce mec. Tu finis complètement quand tu termines un homme? Tu as déjà essayé le cigare marocain? Il faisait allusion au cigare qu'avait acheté quelques heures avant Claire. Le chauffeur va continuer dans son jeu un petit peu chelou, il va se mettre de plus en plus fréquemment à sourire de manière très gênante, en se touchant limite l'entrejambe, il va faire plusieurs mouvements tactiles dans sa direction, alors que Claire était limite collée à la portière. Elle va de plus en plus d'ailleurs elle se mettre à serrer la poignée en fixant le bouton de déverrouillage sur lequel le chauffeur avait bien pris soin d'appuyer juste avant la course. Ce qui va prouver à Claire que le chauffeur avait de très mauvaises intentions, c'est l'indicateur du tableau de bord de la voiture qui indiquait qu'il n'y avait aucun avertissement. Alors que le chauffeur avait dit juste avant qu'il serait mieux à Claire de monter devant car à l'arrière les portes étaient verrouillées et qu'on ne pouvait plus les ouvrir. Bien entendu le chauffeur ne va pas du tout prendre le chemin le plus rapide, il va passer par des petites routes de campagne bien isolées pour on ne sait quelle raison pour le moment. À la base le trajet devait durer entre 10 et 15 minutes et là il s'est transformé en 50 minutes. Claire, le seul moyen qu'elle va trouver pour se défendre de ses agressions verbales, c'est l'humour. Elle va faire des petites blagues pour essayer de déstresser et de montrer qu'elle n'était pas du tout angoissée par la situation. Elle ne sait pas encore pourquoi à l'heure actuelle, mais elle ne voulait pas du tout savoir ce que ce mec voulait. La seule chose qu'elle souhaitait, c'était arriver chez elle, saine et sauve. Bref, après 50 minutes, elle va arriver enfin à destination. Elle va très vite sortir de la voiture. Elle va prendre tous ses sacs en une seule fois, même si tout ça était très lourd, et elle est rentrée chez elle. L'heure qui a suivi la course, elle a remarqué que plusieurs messages avaient été envoyés de ce fameux chauffeur sur WhatsApp. Message qu'elle n'a pas du tout lu et numéro qu'elle a directement bloqué. Après être calmée, elle a contacté la société de taxi où elle a expliqué toute la situation qu'elle venait de vivre avec ce mec et le monsieur au bout du fil lui a juste répondu « Tu parles de Y ?» Claire va répondre oui, sans trop savoir pourquoi et l'homme au bout du fil va lui répondre dans une intonation très mafia « Ne t'inquiète pas, on s'en occupe. » Cette réponse va directement la faire penser qu'elle n'était sûrement pas la seule à avoir appelé à cause du comportement très grave de ce fameux chauffeur que tout le monde appelait Y. À la fin de son post Reddit, Claire va nous préciser qu'en réalité, c'est un homme, qu'il est belge et qu'il voulait rester le plus anonyme possible. C'est pourquoi je l'ai appelé finalement Claire. C'est faux, je me suis trompé. Je pensais que c'était une femme en fait. Mais bref, ça ne change rien du tout. Le fait qu'on soit une femme, un homme, un ado, un enfant, ce qu'il a vécu n'est absolument pas acceptable.
comme il le précise sous son post. Merci infiniment à cette personne-là d'avoir raconté son témoignage. Malheureusement, c'est très répandu que des taxis sont un petit peu bizarres, ou même parfois aussi il y a des taxis qui vivent des choses bizarres avec des gens qui font des courses. Histoire assez dérangeante, et je ne prendrai peut-être plus de taxi à partir d'aujourd'hui. J'abuse, c'est un super moyen de déplacement, il faut le noter. Mais bon, rencontrer une personne comme ça, moyen le sentiment. Marion nous raconte que son histoire s'est passée quand elle avait 6 ans, et là, aujourd'hui, elle en a 27. Comme elle nous le fait comprendre, elle avait emménagé à cette période-là de sa vie dans une maison à la campagne en Dordogne. Quelques semaines après qu'il se soit tranquillement installé, ses parents avaient décidé d'inviter les cousins de sa mère pour midi. Parmi eux se trouvait le fils, il était ado et beaucoup plus rationnel que elle. Ce détail aura son importance, vous verrez, pour la suite de l'histoire. Un autre détail assez important à savoir pour comprendre beaucoup mieux l'histoire, il y avait une grande forêt à côté du grand jardin de la maison. Et dans cette forêt, il y avait un chemin qui menait plus profondément dans cette forêt, vers ce qui semblait être une petite prairie. Et en grimpant un peu plus, il pouvait accéder à une petite maison en pierre en plein milieu des arbres. Ni une ni deux, en sachant l'information de cette petite maison, son cousin et elle ont décidé d'y aller, dans le but d'explorer les lieux, de rentrer dans un endroit illégal et de ressentir pas mal d'adrénaline. Ils vont du coup se promener, tout va très bien se passer, ils ne vont rien vivre pour l'instant d'un petit peu bizarre, mais il faudra attendre très peu de temps. Ils vont marcher plusieurs minutes et arriver devant cette maison, qu'ils vont arriver à discerner à travers les arbres et les feuilles qui cachaient celle-ci. Cette maison, comme nous le précise Marion, était quasiment en ruine, il restait quelques morceaux d'outils et matériaux de personnes qui voulaient rénover la maison, mais à part ça, rien d'autre quoi. Le bâtiment était complètement vide. Ils vont en conclure du coup que ce bâtiment ne recevait pas beaucoup de visites, voire jamais. La seule probabilité serait que des chasseurs viennent de temps en temps. Ils vont commencer de manière très calme à explorer le bâtiment, mais vont se rendre compte qu'il y a un truc un petit peu bizarre, un élément qui va un petit peu les perturber. Marion va apercevoir un gros bidon bleu, d'environ 200 litres, devant elle. Elle va s'approcher de manière très prudente de ce récipient bleu, qui est rempli d'ailleurs d'eau de pluie presque jusqu'en haut, et en se penchant, elle va découvrir quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Quand elle va se pencher pour regarder quel est le contenu de ce bidon, elle va discerner une forme assez visqueuse qui flotte dans l'eau. Ces choses qu'elle décrit comme assez étranges, ce sont des oreilles humaines qui flottent en haut de l'eau. On pourrait penser qu'à 6 ans, Marion a dû imaginer sûrement ça ou a dû se tromper, et vous auriez totalement raison de penser ça. C'est pourquoi elle a décidé de vérifier l'information et d'appeler son cousin pour qu'il lui dise si ce qu'elle a vu est bien vrai. Elle va donc, à la suite de cette découverte traumatisante, l'appeler et il va aller voir. Marion ne s'était pas trompée. Quand son cousin est allé voir le contenu du bidon bleu, il a tout de suite dit à Marion « Il faut qu'on rentre à la maison, immédiatement ». Tous les deux vont commencer à courir à vive allure vers la maison, ils vont finir par en parler à leurs parents arrivés dans celle-ci, mais personne ne va les croire. Ce ne sont que de simples enfants, pour eux, ils ont dû tout imaginer et tout inventer pour se donner en spectacle devant les parents. Dites-vous que les parents ne sont même pas allés vérifier l'information et ont laissé les enfants dans un traumatisme auquel personne ne va s'intéresser. Ni son cousin ni Marion ne va décider d'y retourner pendant quelques temps, ils vont décider d'abandonner toutes leurs explorations qu'ils avaient prévu de faire et vont essayer petit à petit avec le temps d'oublier cette histoire. Marion va plusieurs fois demander à son cousin et insister pour qu'il vienne avec elle dans cette maison pour voir s'il y a eu du nouveau ou d'autres trucs un petit peu bizarres, car d'un côté l'histoire l'intriguait vachement et elle voulait savoir le fin mot de l'histoire, sauf que son cousin va directement lui dire qu'il est pas du tout chaud et qu'il a plus envie de traîner là-bas. Marion va prendre son courage à deux mains, elle va décider d'y aller toute seule et arriver sur le même lieu qu'elle avait vu des semaines auparavant, elle va encore voir devant elle ce fameux bidon bleu. Mais il n'y a plus du tout les oreilles. Les oreilles qu'elle avait vues humaines, qui flottaient en haut à ras-bord de l'eau, avaient disparu. Cet événement va évidemment la choquer, mais ce n'est pas pour autant qu'elle a refusé de se rendre dans ce lieu. Marion va y retourner plusieurs fois encore, et à chaque fois, elle regardait dans le bidon bleu, mais il n'y avait jamais rien. Seulement de l'eau de pluie et rien d'autre. Comme si une personne avait découpé finalement un corps, l'avait mis dans ce bidon pour cacher les preuves de son meurtre et finir pour les enlever quelques temps après. Alors est-ce que Marion a tout imaginé avec son cousin? Est-ce qu'ils auraient dû insister avec leurs parents pour qu'ils appellent la police? Ou alors est-ce que c'était bien vrai et que la personne qui aurait mis ses oreilles dans ce bidon était un serial killer qui voulait
caché le corps de sa victime dans ce récipient bleu. Marion va plusieurs fois se remémorer cette vision qu'elle a eue, mais aussi plusieurs fois elle va se dire « Est-ce que j'ai pas tout imaginé ?» Cet événement lui paraît tellement gros qu'au fur et à mesure du temps, elle commence là à ne même plus y croire, car pour elle, des événements comme ça n'arrivent que dans des films. Merci beaucoup Marion de nous avoir partagé ton histoire. Je voulais vous la partager parce que je me suis dit, en fait on peut tous un jour découvrir des trucs comme ça, complètement glauques, par hasard, sans faire exprès, et ça peut nous laisser un bon gros trauma. Donc évitez les lieux abandonnés, voilà, où il y a des trucs un petit peu bizarres, un gros bidon, voilà, c'est à éviter directement. Cette histoire, c'est ma préférée. C'est à la fois elle qui est la plus terrifiante et qui se rapproche le plus de la réalité. Elle a été postée par un utilisateur sur Reddit et j'espère que vous l'apprécierez. Et la personne qui va nous raconter cette histoire n'est ni plus ni moins qu'une jeune femme qui s'appelle Nathalie. L'événement qu'elle a envie de nous raconter, qui l'a pas mal terrifiée, est arrivé il y a environ un mois. Et elle va nous dire que pour elle, c'était assez compliqué de se décider, oui ou non, à poster tout ce qu'elle a vécu. C'est une personne, comme elle nous le décrit, assez paranoïaque, et elle ne savait pas si elle allait avoir affaire de nouveau à quelque chose comme ça si elle postait à ce sujet. Mais comme cela fait environ un mois et que plus rien ne s'est produit, elle a pensé nous le partager. Merci beaucoup Nathalie, et on commence du coup maintenant. Nathalie, pour commencer, elle va nous expliquer que c'est une jeune femme bulgare de 22 ans. Elle étudie l'art dans une autre ville. Elle était de retour chez ses parents pour les vacances de Noël. Donc cela s'est produit peu de temps après le Nouvel An. La maison de ses parents se trouvait apparemment dans un tout petit village près d'une assez grande ville, là où elle a grandi. Et pour se rapprocher du travail, des centres-villes et des commerces, la famille a décidé de vivre désormais dans une maison à 2 étages près du centre-ville. Un soir, Nathalie, elle était assise dans sa chambre. Elle dessinait comme à son habitude sur son carnet de croquis et écoutait en même temps de ça des histoires d'horreur sur YouTube, comme elle le faisait habituellement. Il était environ 14 h et elle était à fond dans une histoire effrayante, sans savoir à aucun moment que c'était bientôt à elle de vivre sa propre histoire d'horreur. Tout va commencer lorsque Nathalie, elle va recevoir une notification Snapchat. Elle va remarquer que quelqu'un avec le nom d'utilisateur Lapi789 l'avait ajouté comme ami. Nathalie, n'utilisant pratiquement jamais l'application Snapchat comme elle n'avait pas trop d'amis, comme elle nous le précise, eh bien va se dire que ça doit être sûrement un pote à elle, sous un pseudonyme, faisant peut-être référence à quelque chose qu'elle ne se souvenait plus du tout, ou à quelque chose qu'elle n'était pas du tout au courant. Une deuxième chose va lui sembler un petit peu bizarre, c'est qu'elle nous explique en fait qu'elle n'a pas du tout son Bitmoji activé, donc son petit avatar qui est censé la représenter, ni même sa localisation, ni même son nom d'utilisateur. Personne n'est censé pouvoir l'ajouter, à part si tape un pseudo au pif et que ça tombe sur le sien. Même elle n'avait marqué son pseudo nulle part sur ses autres réseaux sociaux. Mais alors comment du coup ce gars-là avait pu l'ajouter? Elle en sait rien du tout, elle trouve ça un peu chelou, mais bon, pourquoi pas? Peut-être que le gars s'est trompé, ou que c'est un pote à elle qui a son numéro de téléphone du coup qui est lié à Snapchat et qu'il a dû l'ajouter sans faire exprès, ou intentionnellement, et que c'est juste un pote avec un pseudo un petit peu chelou. Pourquoi pas, ça peut être ça. Bref, passons à autre chose. Par pure curiosité, et ce qu'on aurait tous fait je pense à sa place, Nathalie va ajouter Lapi789, après l'avoir ajouté, ouvert son profil, pour voir s'il avait une photo ou une petite information qui pourrait lui permettre de savoir qui était ce gars-là. Sauf qu'il n'y avait absolument rien. Son score Snapchat n'était que de 7, ce qui est extrêmement bas. Elle avait limite l'impression que le gars venait à l'instant même de se créer un compte Snapchat. Après avoir pris cette information et avoir découvert ça, elle va poser son téléphone pour continuer et remettre en arrière la vidéo qu'elle avait loupée sur YouTube pendant qu'elle était distraite sur son téléphone. Mais alors qu'elle était prête à redessiner et à remettre la vidéo en arrière YouTube qu'elle avait manqué, la partie du moins qu'elle n'avait pas écoutée à cause de sa distraction à cause du téléphone, elle va recevoir une notification Snapchat indiquant que Lapi789 lui avait envoyé un cliché. Elle va se décider à ouvrir la photo et là ce qu'elle va voir c'est un truc un petit peu bizarre. C'est une photo d'herbe prise avec une lampe de poche. Elle va regarder cette photo de manière confuse, puis elle va se diriger vers la boîte de discussion pour lui poser une question. Qu'est-ce que c'est et qui es-tu? Lapi789 va bien recevoir le message et va finir par l'ouvrir. Il va le lire, mais ne va pas répondre. Il va laisser aucune réponse. Nathalie va donc après ça demander à ses potes si c'était un d'eux qui avait pu faire ça, sauf que aucun ne va avouer que c'est bien lui qui a envoyé ces snaps. Ils vont tous répondre « pas du tout, qu'est-ce que tu racontes ? On n'a rien fait nous ». Mais là, en même temps qu'elle demandait à ses potes si c'était bien eux qui avaient envoyé tout ça, elle va recevoir un nouveau snap de Lapi789.
Cela va être non pas une vidéo mais encore bien un cliché. Cette photo, quand elle va l'ouvrir, Nathalie, elle va voir qu'il y a un carreau rouge dessus. Bon, elle va trouver ça de plus en plus chelou et elle va se dire le gars prend des photos totalement aléatoires quoi. On dirait que le gars s'ennuie juste, prend des photos lambda et les envoie juste pour emmerder les gens. Nathalie va être de plus en plus impatiente, elle va vouloir savoir qui est ce gars, s'ils se connaissent, donc elle va lui envoyer ce message là. Elle va lui demander s'ils se connaissent de l'école, du collège, mais le gars va voir le message et il va pas encore une fois répondre. Quelques temps après, un cliché va être de nouveau envoyé par ce fameux Lapis 789 qui va un petit peu plus inquiéter Nathalie. Et c'est même à partir de là qu'elle a commencé à prendre des screens de toutes les photos que lui a envoyé ce type. Quand elle va ouvrir le snap, elle va voir que c'est un petit bouton qu'il y a sur la photo. Mais elle ne va pas directement arriver à décrypter ce que c'est concrètement et de où ça vient. La première fois, elle ne va pas réussir à capturer la photo, donc elle va rejouer le cliché, elle va faire une capture d'écran et donc après, par la suite, regarder ce qu'elle a pu capturer. Et c'est en regardant attentivement qu'elle a réalisé que ce petit bouton s'agissait en réalité d'un petit mécanisme de fermeture qui se trouvait non pas chez leurs voisins ou même dans la ville, mais bien chez eux, dans leur jardin. Et en y pensant, elle va trouver ça super bizarre que ce gars-là arrive à accéder à son jardin, car ils ont une très grande clôture pour laquelle il faudrait vraiment prendre son temps et analyser comment y monter, parce que c'était, comme elle nous l'explique, très dur de l'escalader. Bon, après avoir reçu tout ça, elle va décider quand même d'aller éteindre toutes les lumières de chez elle pour ne pas se montrer à la potentielle personne qui serait dans leur jardin. La deuxième raison qui va la pousser à faire ça, c'est d'essayer en fait de se mettre à son store pour observer de manière incognito si quelqu'un est dans son jardin. Mais comme la nuit était assez orageuse et sombre, Nathalie n'a rien vu. Elle n'a rien pu observer, aucune personne à signaler dans leur jardin. La prochaine photo va arriver plus vite que prévu. Elle n'avait même pas eu le temps de se remettre de ses émotions que bam, Lapis 789 va encore une fois lui envoyer un Snapchat qui va là de plus en plus la mettre dans un état de peur extrême. Sur le Snapchat que lui avait envoyé Lapis 789, il y avait la pointe d'une sculpture abstraite en céramique identique à celle qu'avait Nathalie dans son jardin. Nathalie, en découvrant ça, elle va énormément paniquer et sortir de sa chambre en courant très vite, ne sachant absolument pas quoi faire. Pour une raison qu'elle n'arrive pas à expliquer et qui est assez étrange, elle ne voulait pas réveiller son père et dire tout ce qui se passait. Nathalie était à l'étage, sa mère dormait en bas et ne va pas la réveiller. Comme son père, elle va pas trop oser, pour une raison qu'elle n'arrive pas à nous expliquer. Elle ne sait pas pourquoi elle a fait ça, mais bon, elle avait un feeling qui la poussait à ne pas les réveiller. Peut-être qu'elle était dans un déni et qu'elle refusait à croire ce qui arrivait, et elle pensait peut-être que tout ça était faux et qu'elle avait juste une petite crise de paranoïa. Sans réveiller ses parents et pour essayer de comprendre, Nathalie avait essayé d'ouvrir la porte, très bruyante et hurlante, de leur terrasse. Et elle essayait de faire le moins de bruit possible pour ne pas laisser le monstre qui était dans leur maison savoir ce qu'elle faisait. Elle va lutter contre la porte pendant environ 30 secondes et a finalement réussi à l'ouvrir. Elle est sortie doucement, prudemment, pour regarder si quelqu'un était là. Elle a regardé dans la cour, mais elle n'a rien vu. Personne n'était là. Il n'y avait que elle, seule, entourée d'un brouillard épais et d'une nuit très sombre. Elle a regardé plusieurs fois, mais n'a absolument rien vu. Elle essayait de se mettre accroupie pour voir si elle pouvait apercevoir à travers le brouillard quelqu'un, mais aucune trace d'humain à part elle. Bon, elle s'est finalement décidée au bout de quelques minutes de rentrer à la maison, toujours de manière silencieuse, pour éviter de réveiller de un ses parents, mais aussi d'alerter le potentiel gars qui était chez eux. Et c'est à ce même moment qu'elle va recevoir un snap de Lapis 789. Sur la photo que venait de lui envoyer cet inconnu, on y voit la mère de Nathalie qui dort sur le canapé, prise de l'extérieur à travers une fissure d'un des stores de la maison. Aussi choquée et terrifiée qu'elle était, elle a quand même réussi à faire une capture d'écran. Et la voici. À ce stade, elle a perdu toute la gêne qu'elle avait au début et les sentiments qu'elle n'osait pas libérer devant ses parents. Elle va crier à son père que quelqu'un est chez eux. Son père va très vite réagir, il va sortir brusquement de sa chambre et va essayer du mieux qu'il peut de rassurer Nathalie.
Pendant ce temps-là, elle va essayer de expliquer à son père que quelqu'un est dans leur jardin qu'elle ne connaît pas du tout. Son père, quand il va entendre ça, il va pas du tout y croire. Il va être assez sceptique sur la chose et va penser qu'elle a dû halluciner. Mais il va quand même, au cas où, on sait jamais, écouter sa fille et sortir une arme. La mère de Nathalie, à son tour, va se réveiller. Le père de Nathalie va fouiller toute la maison de fond en comble, arme à la main pour voir s'il y avait quelqu'un, mais personne. Nathalie va quand même prendre soin de leur montrer les photos et c'est à partir de là qu'ils vont sembler, eux aussi, à leur tour, assez dérangés par la situation. Mais très vite, ils vont être rationnels et se dire que ce n'est peut-être qu'un enfant qui essaie de leur faire une blague. Le fait est que Nathalie, elle ne vivait pas du tout dans la grande ville, là où elle avait grandi. Elle ne connaissait absolument personne, donc un pote qui lui fait une blague, cette théorie n'était pas trop envisageable pour elle. Nathalie est donc allée dans sa chambre pour un petit peu se calmer. Elle a ensuite, après ça, vérifié son téléphone, se rappelant qu'elle n'avait pas encore regardé si elle avait reçu de nouveaux clichés après avoir montré les photos à ses parents. Et ça va être une horrible surprise quand elle va ouvrir Snapchat. Elle avait bien reçu 3 nouveaux clichés de l'API 789. Il s'agissait d'une photo de leur portail d'entrée qu'elle n'a pas pu capturer comme elle nous le précise et de 2 messages disant « À bientôt, au revoir ». En découvrant ça, elle va immédiatement bloquer le compte, ne voulant plus entendre parler de cette histoire. Elle a à peine réussi à dormir cette nuit-là et elle a envoyé plusieurs SMS et appelé plusieurs de ses amis, les suppliant s'ils pouvaient avouer que c'était bien eux qui lui avaient fait une farce ce soir-là. Mais personne ne l'a fait, personne n'a avoué et encore à ce jour, elle ne sait pas si cette personne-là était un pote à elle ou que c'était réellement un gars assez dérangé qui voulait faire une sorte de blague pour la nouvelle arrivée du village. Quelques jours après, le petit copain de Nathalie a essayé de retrouver le compte de l'API 789, mais ils se sont rendus compte tous les deux qu'il avait été supprimé. Il n'y avait plus personne du nom de l'API 789. Nathalie a fini son histoire en nous racontant que cette même nuit, elle avait supprimé dans la foulée Snapchat et qu'elle ne compte plus du tout s'y rendre très bientôt. Voire jamais du tout. Ouais. On espère que Nathalie va beaucoup mieux, même si elle ne s'appelle pas Nathalie dans la réalité de ce poste, et qu'elle est très heureuse avec son copain, et on lui souhaite de ne plus du coup recevoir de snap de l'API 789. En fait, je souhaite à personne de recevoir des snaps de ce gars. Attention à Snap, les amis. Alors, donc du coup, vers 2018, j'ai emménagé une maison du quartier dans lequel on est. Donc le site du tournage là n'est pas du tout concerné par cette histoire. Et c'était vraiment une maison propre à cette maison. Donc j'emménage dans cette maison avec un compagnon. Moi, à l'époque, j'étais très à la fois solitaire. Je préparais des concours de la fonction publique. Je travaillais en parallèle. Je faisais du sport. J'avais des problèmes de santé. Donc j'étais cloîtrée dans cette immense maison de 115 mètres carrés pour 2. Voilà. Mon compagnon était très absent. Du coup, j'étais présente tout le temps, toute seule, à la maison, en train de travailler, puis dans le grand silence parce que j'avais besoin de calme. Et en fait, bon, le seul malaise que j'avais dans cette maison, à part ma solitude, c'était de tourner le dos à l'escalier en bas. C'est-à-dire que c'était de plein pied, la salle en bas, et du coup, tourner le dos à l'escalier, pour moi, c'était enfin, ça me rendait vraiment mal à l'aise. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui en profitait pour me regarder quand je tournais le dos à l'escalier, quoi. Donc, mais j'ai pas fait trop attention parce qu'on a tous nos petits trucs comme ça, et puis moi, je me suis toujours intéressée beaucoup au paranormal et je t'ai dit bon c'est pas nocif, ouais, on va continuer, c'est voilà, les petites imaginations, les petits tripes un peu. Tu pensais du psychoté ou pas à ce moment-là? Non, alors à ce moment-là, pas plus que ça, sauf que j'évitais quand même de mettre ce dos à l'escalier, ouais. Mais je ne psychotais pas. Ok. À part cette maison qui était très lourde, mais pour l'ambiance de ma vie, quoi. Voilà. Et alors, il s'est avéré que petit à petit, je me suis aperçue que quand je descendais boire mon café le matin, l'escalier qui est en bois, un vieil escalier en bois avec un placard dessous, vraiment type Harry Potter, quoi, craquait d'une manière très caractéristique. C'est-à-dire que je descendais les escaliers et arrivais à la machine à café, donc une fois la pièce traversée, j'entendais comme un coup sec, comme un petit coup de poing sec, pas énorme, mais bien ferme, donné dans le bois. Bon, ce qui m'a un peu intriguée, sans m'alerter, c'était la régularité du bruit, quoi. C'est-à-dire que c'était pas des craquements différents à chaque fois, c'était vraiment le même bruit. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à faire attention. C'était tous les jours quand je descendais,
Donc je me suis dit, ça devrait le faire aussi quand il y a mon compagnon. Et mon compagnon qui descendait les escaliers, ça ne le faisait pas. Bon, du coup, je commençais à me questionner. Ça n'arrivait qu'à toi, quoi, en fait, ce truc-là. Ouais, ça m'arrivait qu'à moi. Et puis, bon, on n'a pas beaucoup discuté avec mon compagnon Enfin, les seules fois où je lui en parlais, il me disait, ouais, c'est l'escalier qui craque. Enfin, un escalier qui craque, il a des bruits aléatoires, quoi. Voilà. Là, c'était vraiment le même bruit tout le temps. Ouais, un rituel, quoi. C'était un rituel, c'était tous les jours. Donc, j'étais en lien à l'époque avec une amie sur Messenger depuis un petit moment. Enfin, c'est une amie que je connais et puis on discutait beaucoup. Elle me révèle être médium. C'est vrai que les médiums ne mettent pas ça en avant tout de suite. Hein. Ils viennent au secours et là, elle a senti une détresse. Je lui dis, écoute, voilà, je me sens, enfin, plus ça va, plus je me sens mal dans cette maison. En plus, il y a des bruits qui commencent à être réguliers et tout. Elle me dit, bon, bah écoute, je suis médium, envoie-moi des photos de toutes les pièces de ta maison. Je lui avais bien dit que j'entendais un bruit dans l'escalier. Je lui envoie des photos de toutes les pièces de la maison, de l'escalier y compris et tout. Elle me confirme, elle, la présence d'une entité revenante, donc un fantôme qui a vécu et est mort dans l'escalier, masculine. Elle te précise que c'est masculin. Elle me précise que c'est masculin. Donc moi, je continue mon petit travail d'enquête et tout. Je me dis, ok, s'il y a quelque chose, il va falloir vraiment que je fasse un travail de purification. À côté de ça, elle me forme, enfin en tout cas, elle m'apporte les informations pour que je me forme à la méditation, à la protection, etc. Plus ça va, plus j'instaure une communication avec le bruit. T'arrives à l'apprendre. Voilà. Et essayer voilà, de communiquer avec lui en fait. Oui, parce que c'est Tu lui parlais. Quand ça se manifeste, moi j'ai pas peur et je sais que c'est des âmes qui ont besoin d'aide, donc je savais que s'il se manifestait à moi, il y avait une raison. Donc j'ai commencé à lui dire bonjour le matin. Donc les bruits, après c'était la journée. Et des fois j'étais pendant des heures dans mon canapé en train de lire et tout pour les prépas concours, tout ça. Et tout d'un coup, dans le silence absolu, bam, le bruit comme ça. Ok, le temps passe un petit peu, puis à un moment on est en train de manger avec mon conjoint, donc tu vois, bon, un tout petit peu plus, genre 20 cm peut-être de plus l'un de l'autre. Et entre lui et moi, je vois clairement une volute de vapeur, non pas de fumée, sachant qu'en plus, même si c'était de la fumée, on ne fumait pas à ce moment-là, rien, hein, on n'est pas en train de fumer, on mangeait. Il faisait jour, donc je me souviens très bien avoir vu une volute de vapeur tournoyer sur elle-même en fin de compte et disparaître aussitôt qu'elle est apparue. Sur le coup, c'est vrai que ça m'a tellement, tu sais, waouh. Je te dis, c'est incroyable. Vrai, c'est un... Oui, c'est... Est-ce que j'ai vu? Est-ce que j'ai pas vu? Oui, j'ai vu. Mais ça peut pas être ça. Mais si, c'est ça. Donc, et puis moi, je savais que c'était ça, mais... Faut pas croire, moi j'ai une grosse formation intellectuelle, donc le rationnel, la méthode, la dissert, enfin tout, voilà, les sciences humaines, ouais. Sciences humaines, okay. Donc si tu veux socio, psycho et tout, enfin tu vois... donc très terre à terre. Et là tu t'es dit assez terre à terre, oui, à part ma foi, oui. Imagine un truc quoi. Alors non, okay. non, vraiment je me suis pas dit j'imagine un truc. Par contre je me suis dit attends, tu vas d'abord te renseigner avant de voir, tu vas éliminer les potentialités rationnelles, raisonnables et tout, et puis pour moi ça... Je savais ce que j'avais vu. Hein. Au fond de moi, je savais ce que j'avais vu. Et j'avais vu une entité. Alors pour moi, c'était pas un fantôme, c'était clair. Mais j'avais vu une entité. Et avec mon ami médium, on en parle et tout. Moi, j'étais un peu en parallèle, je me suis toujours documentée. En lui racontant, je lui disais que je rapprocherais plus ça presque à ce qu'on peut nommer poltergeist, quoi. Ce qui est un peu esprit frappeur, tu vois, esprit joueur et tout. Voilà. Okay. Alors malin, pas dans le sens méchant, mais qui fait du bruit, qui fait des tacs et tout. Et puis du coup, qui veut attirer l'attention. Voilà, c'est ça. Et en fait, cette maison, je rappelle qu'elle est juste à côté du cimetière et que probablement il y a des restes d'humains encore dessous. En plus, la maison a un passé comme voilà, comme vous allez le découvrir. Très bon teasing. Je pense que c'est lié en fait. Le cimetière et ta maison, tu penses qu'en fait il y a des entités qui venaient en fait du cimetière ? Au début, oui, je me suis dit, bah, c'est pas possible. Alors pourtant, moi j'adore les lieux type cimetière, je suis très à l'aise et tout, j'ai pas de problème avec ça. Mais je me suis dit, c'est pas possible autant de manifestations dans une maison, ça ne peut être que lié à la présence, voilà. Et puis, en fin de compte, en parallèle, un jour, en été, ma grande sœur qui habite loin, elle vient passer des vacances, elle a besoin d'être logée dans le département, elle vient chez moi. Et elle me demande d'inviter sa meilleure amie. Et sa meilleure amie, en ouvrant la porte, se dit bonjour et se retourne vers ma grande sœur et lui dit d'un air très sérieux, tu lui as dit à Juju? Et là, ma grande sœur, elle blêmit. Et je lui dis, dis quoi? Dis-le moi parce que voilà, maintenant, vous en avez trop dit ou pas assez. Et du coup, ma grande sœur me dit, tu te souviens, notre amie, Mélanie, son frère et moi, qui s'était pendu, suicidé par pendaison il y a tant d'années,
c'était dans cette maison. Et du coup, bah voilà, ça expliquait tout, quoi. Et donc du coup, j'avais un prénom, je pouvais avoir contact avec le meilleur ami de la personne qui n'était autre que le frère de l'ami de ma sœur. Et donc avec cet ami-là et mon ami médium, on a essayé de travailler à faire passer Nico, donc le suicidé par pendaison, dans la lumière. Et mon amie médium, lorsqu'elle a travaillé dessus, m'a précisé que, en fin de compte, le bruit que j'entendais n'était autre que le résultat de la scène de son suicide qu'il rejouait, les suicidaires rejouant apparemment leur traumatisme de mort et leur mort. Et du coup, il le serait allé chercher une corde pour se pendre dans l'escalier, sous l'escalier, donc le dit placard, et se serait cogné la tête avant d'en ressortir. Et il rejouerait ce cognement. Voilà, rejouerait. Et donc, d'où le bruit. Tout était tellement cohérent pour moi. Tout s'éclairait et il n'y avait rien d'incohérent, quoi. Donc, enfin, on a pu faire passer Nico dans la lumière. Et puis, chemin faisant, je pensais être libérée de tout ça. Libérée de tout ça. C'est fini, on passe à autre chose. Quand un jour, les voisins, pour une question d'arbre mitoyen, viennent par ma maison constater. Et à un moment, je discute avec eux. Je dis oui, un peu curieuse. Je les emmène sur l'idée du passé de la maison. Genre, oui, il y a eu un suicide en plus et tout. Ok. La dame me répond lequel suicide? Parce qu'il y en a eu 2. Ah là, j'étais complètement lessivée. Donc de ce que j'ai plus ou moins entendu de cette conversation, c'est que c'était 2 jeunes hommes, coup sur coup, locataires de la maison, consécutivement, qui s'étaient donné la mort. Mais je sais pas plus. Juste après, genre, le premier à louer, tac, il s'est donné la mort, et l'autre après, juste a suivi. J'ai l'impression que c'est ça, en essayant après d'avoir remis les dates, mais sur le coup, je sais pas qui le premier, est-ce qu'il y a eu des locataires entre, voilà. Aujourd'hui, je sais que Nico, celui qui s'est pendu, est le 2e par rapport à le 2e suicide. Est-ce que t'avais peur, bon, ça peut paraître fou comme question, mais t'avais peur de, toi aussi, en fait, mettre fin à tes jours comme les 2 autres d'avant? Ah oui, là, complètement. Sachant que sur le coup, on m'a diagnostiqué des trucs de santé, j'ai fait... Enfin, le boulot, tout ça, il n'y avait plus rien qui n'allait. Et du coup, oui, mes proches pourraient témoigner que je leur ai souvent dit, je vais crever dans cette maison. Je vais crever dans cette maison quand elle est en train de m'aspirer. Il y a un truc dans cette maison. Je ne remettais pas ça sur donc Nico ou les âmes, mais sur la maison. Elle me terrifie encore aujourd'hui. Je la déteste. Je déteste ce que j'ai vécu dedans. Bon, ça a été une épreuve quand même... T'as appris des choses, mais... Formatrice, voilà. Donc j'apprends ce 2e suicide, sans plus d'informations. On fait un petit peu une enquête avec mon ami médium. Moi, j'entends un prénom qui me résonne en hic, type Loïc, Cédric, tout, ça pourrait être, mais voilà, large, mais en Emric, tout, mais un truc hic. Et elle, mon ami médium, me dit qu'elle ressent une mort par balle. Voilà, c'est tout ce que je sais de ce 2e suicide. Donc le temps passe, je décide quand même de laisser partir un peu puisque j'ai plus de manifestation. Je me repose et tout, et un matin dans ma chambre de juillet, 25 juillet, je me réveille, il fait jour, les volets ne sont pas fermés, donc il y a le jour vraiment dans la maison, et il y a aucun détail de la chambre qui peut me mettre sur la piste d'un rêve. Hein. Tout est réel, les odeurs, les textures, la présence de mon compagnon, le bruit de sa respiration, de la mienne, tout. Il n'y a pas de déformation onirique dans cette perception. Je suis dans ma chambre, je me réveille, j'ouvre les yeux et je vois. Tout simplement, mon cerveau perçoit un visage immobile, d'une immense tristesse, à la fois gris, d'une texture un peu transparente, et pourtant j'ai perçu du gris, un visage grisâtre, comme quelqu'un d'une carnation très pâle qui en plus fumerait énormément et qui serait malade, osseux, vraiment creusé, une implantation très particulière de golfe très dégagée, et en dépit de la perception visuelle, enfin, il y a une double perception, quoi. Comme si on mettait un filtre que tu vois. C'était grisâtre, translucide. Et en même temps, mon être et mon cerveau a perçu un teint méditerranéen, des cheveux bruns, des yeux bruns, et puis tout, quoi. Et sur le coup, j'ai kéblo. Mon cerveau, il a kéblo. Mais c'était le rêve de ma vie, moi, de voir une entité. Une entité de vision directe. Et du coup, mon cerveau, il a kéblo. Et j'ai fait non. Je me suis remise, je sais pas, 30 minutes, 1 heure au lit. Et puis, je me suis levée en mode... rien s'est passé et tout, et puis... Alors que tu voulais de fou, quoi, qu'il t'arrive ça dans ta vie. Mais ça m'a... Le truc était devant toi et tu t'es fait, non, je ne refuse de... Ça, mon cerveau, vraiment, je me souviens m'être dit, non. Ok. À ce moment-là, j'ai un peu eu peur, j'avoue. Tu vois, paradoxalement. C'était l'attente de ma vie, mais à ce moment-là, j'ai eu peur. Pas quand on m'a appris qu'il y avait eu un pendu, pas quand j'entendais les bruits, mais à ce moment-là, j'ai eu peur. Mais c'était, en fait, tout ce que t'as subi, mais que t'as jamais vu devant toi, en fait.
En fait, c'est ça, et puis surtout c'est incroyable. Même quand tu t'y attends ou que tu l'espères, c'est pour une personne qui n'est pas confrontée à ça tous les jours, c'est incroyable. Même encore aujourd'hui, je me questionne sur les raisons potentiellement rationnelles. Hein. Ouais, tu sais, tous les et... chercheurs qui cherchent sur les potentialités du cerveau humain à projeter tout ça. Moi, encore aujourd'hui, j'adhère à ça. Je me dis, ça peut. Hein. Enfin, pour moi, c'était un revenant. Alors d'autant plus que le matin, je me réveille, je bois mon café. Qu'est-ce que je fais? Je dessine quand même le truc. Ça me hante, ça m'obsède. Pour le coup, c'est vraiment une hantise, une obsession. Ouais. Donc je dessine le visage. Mon conjoint fermé à ça m'a quand même marqué. Regarde par-dessus mon épaule et puis me dit tu as quand même réussi à dessiner aussi précisément ce que tu as rêvé. En fait, je l'ai pas rêvé, je l'ai vu, donc oui. Pour toi, c'est sûr, tu l'as vu, quoi. Devant toi, c'est sûr. Ouais. Rien. Autant il y a eu des expériences dans ma vie où tu sais, bon, t'as des doutes et tout. Autant là, c'est vraiment une expérience, je n'en doute pas. En plus, j'ai tout noté, la date, machin et tout. Et donc, je dessine et je précise, je n'ai aucune photo de Nico à ce moment-là, jamais vu le gars en question. On vous mettra d'ailleurs le dessin de ma vie. Donc, je dessine le dessin que vous allez voir et je entre en contact avec son meilleur ami de l'époque qui m'envoie une photo et il n'y avait aucun doute, c'était Nico. Et enfin, juste ce dont on peut préciser aussi, c'est quand même qu'il m'est apparu, donc je lui ai demandé, je lui ai dit écoute, le 25 juillet, ça te parle? Et son meilleur ami m'a répondu c'est quand même les 10 ans de sa maman. Alors de son mariage avec personne avec qui il était. Et bon, les raisons de sa mort, plus ou moins, sans donner de détails, c'est vraiment une grande solitude dans cette maison, une grande détresse. Il était très seul. Il était très seul, très en détresse pour des raisons personnelles. Il a mis fin à ses jours à 28 ans, par pendaison dans cette maison, très jeune. Suite à un précédent locataire. Voilà. Qui s'était déjà suicidé dans cette maison. Ensuite, moi, j'ai été amenée à quitter la maison et j'en suis heureuse. J'ai retrouvé la santé. J'ai laissé tout ça derrière toi. Tout ça derrière moi, d'où le fait que je n'ai pas pu, outre toutes les autres preuves, t'apporter la photo que l'ami m'avait, parce que moi j'avais effacé pour laisser tout derrière moi. T'as raison. Je t'ai donné tout. Je préfère ne rien avoir là et que toi tu sois tranquille. Voilà. Et surtout, je tenais à témoigner pour inviter les gens à s'éveiller et ceux qui perçoivent à ne pas s'enfermer et à lutter pour la lumière et voilà, s'éveiller et garder conscience. C'est vraiment le but de ce témoignage, en hommage aux âmes de cette maison et de toutes les âmes qui errent partout. Merci beaucoup Julie, tu l'as très bien raconté pour la 3e fois. Ça fait 3 fois qu'on recommence la vidéo, je l'ai peut-être dit au début, et sûrement. Merci beaucoup, je demanderai aux gens d'être évidemment tolérants en commentaire. Julie a décidé de nous livrer ça, c'est quand même quelque chose de très lourd. Oui, très intime surtout. Très intime, on rentre vraiment dans toi, dans ce que tu as vécu. Et du coup, je demanderai aux personnes d'être super bienveillants, même si vous n'y croyez pas et si vous pensez que Julie, est bullshit. C'est votre avis, on le respecte, mais aussi respecter celui de Julie, le témoignage, car elle a fait un gros effort et ou pire prenez ça comme du divertissement, c'est pas grave. Et les personnes qui y croient, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sympa à Julie, je pense que ça lui ferait très plaisir, même si tu regarderas pas les coms, tu m'as dit... Oui, je vais éviter parce que comme je t'ai dit et je tiens à le préciser, je sais ce que j'ai vécu, donc c'est tout. Et je tiens simplement à le partager pour... ceux qui effectivement, c'est pas du grandiloquent, les morts ne sont pas dans les grands lieux hantés du monde, les morts sont partout et ils peuvent parfois nous peser et ou nous demander de l'aide et c'est important de s'éveiller à ça je crois, autant pour pas se sentir malheureux pour certaines personnes qui vivent ça que pour aider ceux qui en ont besoin. Ce récit est arrivé à une femme qu'on appellera Carole. Carole, elle nous raconte pour commencer son histoire qu'il faut savoir que l'histoire qu'elle va nous raconter s'est passée en Algérie. À cette époque-là, elle était conductrice de poids lourds et empruntait généralement la route nationale. Elle faisait régulièrement ses voyages de nuit pour éviter tout éventuel bouchon. Elle a travaillé dans ce métier pendant 3 ans et comme elle nous le dit, elle n'avait jamais rencontré aucun problème. Jusqu'à ce fameux soir qu'elle avait envie de nous raconter. Comme elle nous l'explique, ce soir-là, elle avait une livraison pour de la marchandise à livrer depuis Alger, la capitale. Le trajet va au début se dérouler normalement, comme d'habitude. Elle va rouler sans changer aucun détail à cette routine, jusqu'à qu'elle se mette à apercevoir une vieille femme. Carole va apercevoir cette femme, seule, à 22 h, et quand elle va observer la manière dont elle se tient et son visage, elle va remarquer qu'elle avait l'air assez épuisée et fatiguée. Cette femme était, comme nous le décrit Carole, vêtue d'une tenue ample et avait un voile sur ses épaules. Carole étant une femme assez empathique, elle va avoir de la peine pour cette femme-là, donc elle va décider de s'arrêter. Elle va baisser sa vitre pour lui demander si elle avait besoin d'aide. Et juste après cette phrase, la dame va lui répondre « Donne-moi de l'eau, il me faut que
que de l'eau. Même si Carole va trouver cette prise de parole un petit peu brusque, elle va quand même se décider à lui donner de l'eau qu'elle avait à disposition pour éviter tout conflit et aussi pour aider cette femme. Donc après lui avoir donné la bouteille d'eau, elle va lui demander pourquoi elle marchait aussi tard la nuit et en plus de ça seule. Mais à cette question, la femme ne va pas daigner répondre, elle va continuer à boire de l'eau car elle avait l'air très assoiffée. Après qu'elle ait fini, Carole va lui poser à nouveau une question et cette question c'était de lui proposer par la suite si elle voulait qu'elle la dépose quelque part. Mais celle-ci va répondre à nouveau d'un ton froid qu'elle est habituée à marcher seule et que ça ne la dérange pas du tout. Et après qu'elle ait dit ça, elle va dire à Carole « Descends du camion, je te dis 2 mots, descends s'il te plaît ». Carole va avoir de l'empathie pour cette femme-là. Elle trouvait ça injuste qu'une telle personne se retrouve à devoir marcher seule la nuit très tard, donc elle va décider d'ouvrir la porte afin qu'elle discute hors de la voiture avec cette femme. Sauf qu'au même moment où elle s'apprêtait à ouvrir la porte de la voiture, elle va distinguer 2 hommes dans le rétroviseur courir vers sa voiture. Comme il faisait nuit au début, elle va penser que c'était une hallucination, que c'était la fatigue qui la travaillait, mais par peur que ce soit vrai, elle va quand même préférer fermer la porte et s'assurer sa propre sécurité. Et juste après qu'elle ait fait cette action-là de fermer la porte, la vieille femme va commencer pour aucune raison à l'insulter de tous les noms et de lui crier dessus, pour ensuite finir par jeter la bouteille d'eau que lui avait prêtée Carole sur le camion. Carole n'a évidemment pas réfléchi quelques secondes de plus avant de prendre la décision de se barrer. Elle a redémarré le contact, a mis la première et s'est barrée le plus vite possible avec sa voiture. Elle va quand même préférer regarder une dernière fois dans le rétroviseur pour voir si ces personnes-là qu'elle a vues continuent à la suivre, sauf que non. La dernière chose qu'elle va voir, c'est la vieille femme et les 2 hommes qu'elle avait vus courir en direction de sa voiture. Les 3 individus réalisaient la même chose, ils regardaient le camion de Carole s'éloigner petit à petit. Dans sa dernière phrase, Carole nous informe qu'elle ne nous dira jamais cette expérience-là, car celle-ci l'a vraiment traumatisée. Comme dans tous les threads, on se pose évidemment tous cette question-là. Qui étaient ces 2 mecs? Est-ce que la vieille femme servait d'appât pour attirer des proies innocentes qui ont juste de l'empathie pour après, bam, les kidnapper, vendre leurs organes? Ben malheureusement on le saura pas. C'est très connu, d'ailleurs je sais que dans plusieurs villes, notamment à Lyon, il y a des femmes avec des poussettes. Et ça m'a trauma quand j'ai appris la nouvelle, qui demandent d'acheter du lait à des personnes innocentes qui veulent juste faire une bonne action et qui veulent aider une maman qui a besoin de lait. Les personnes qui accepteraient apparemment seraient directement amenées dans une ruelle pour être tabassées et finir après dans peut-être des reventes d'organes, dépecées. Ça c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas du tout, je n'ai pas l'histoire exacte en tête, mais je sais que c'est un truc comme ça. C'est assez terrifiant et j'espère que ça n'arrivera vraiment pas à l'un d'entre vous. Méfiez-vous aux personnes quand même qui font du stop. Moi perso je pense que je prendrai jamais des gens en stop, ou même dans le cas inverse je ferai jamais du stop, car on ne sait vraiment jamais à qui on peut faire confiance et à qui on s'apprête à faire face quand on rentre dans une voiture. Ashley, il faut savoir qu'elle a 19 ans au moment des faits et que la semaine dernière, au moment où elle écrit ce post, elle avait trouvé un job. Plus précisément une annonce Facebook dans laquelle une personne demande si quelqu'un peut venir garder son enfant un samedi de 16 à 23h. Le prix étant assez attractif, c'était environ 15 € de l'heure. Ashley va s'empresser de DM la personne derrière le post Facebook et comme elle était étudiante, savoir qu'elle serait payée en tout du coup 105 € de 16h à 23h, pour elle c'était vraiment pas à négliger. Donc elle s'est dit on fonce. La personne qui avait fait l'annonce sur Facebook, comme nous précise Ashley, c'était la mère de la famille. Celle-ci va d'ailleurs proposer à Ashley de prendre un petit rendez-vous avec elle afin de se présenter, mais aussi présenter sa fille de 8 ans qu'elle allait garder. Le rendez-vous devait se dérouler à 19h20 un jeudi, mais comme elle revenait d'un autre babysitting et qu'elle n'avait plus du tout de batterie sur elle, elle n'a pas pu s'y rendre. Pour une raison assez futile, elle était en fait dépendante du GPS et sans ça, elle pouvait aller nulle part. Elle ne savait pas du tout où était la maison de la famille dans laquelle elle devait se rendre. Ashley n'est quand même pas une personne impolie, elle va décider, même s'il lui reste seulement que 2%, d'envoyer un message à la mère de famille. Elle va aussi lui expliquer que son GPS ne marche plus et que ça l'arrangerait en fait que le rendez-vous soit décalé. Donc elle propose de venir finalement vendredi, qui précède le gros babysitting du samedi soir qui était prévu. La mère de famille, qu'on appellera Elena, va très vite lui répondre et va lui dire que ok, c'est d'accord, et que justement d'ailleurs en parlant de babysitting, elle a besoin de Ashley pour garder Alma, sa fille, de 15h à 17h ce vendredi. Ashley va accepter, elle va être super heureuse quand elle va penser qu'elle va se faire déjà 30 €. Elena va vouloir quand même préciser une dernière chose à Ashley, qui est tout simplement la suivante, qu'elle ne soit pas étonnée si son mari est présent dans la journée car il faisait du télétravail. Et c'est le premier élément qui va un petit peu troubler Ashley. Elle va se poser plusieurs questions, mais surtout une qui est très importante,
pourquoi Ashley, elle avait besoin de garder Alma, l'enfant du coup de la famille, alors que le père était à la maison en train de télétravailler. Alma a précisément 8 ans, pour Ashley, elle pourrait quand même rester seule. Pour jouer dans sa chambre 2 heures, elle voit pas du tout pourquoi en fait elle devrait venir. Son père est pas très loin, elle est dans la pièce d'à côté, alors pourquoi elle devrait venir? Elle comprend vraiment pas, elle va ressentir un sentiment un petit peu bizarre, mais bon, elle va quand même y aller parce que elle a envie d'avoir de l'argent. Et là, Ashley, elle va rentrer dans une phase un petit peu chelou, elle va commencer un petit peu à psychoter, et elle va commencer à se rappeler d'un rêve qu'elle avait fait la nuit précédente. Elle nous raconte que dans ce rêve, elle était sortie de chez elle, sa mère était présente, elle s'était retournée vers celle-ci, et à ce même moment, Ashley va dire « Cette situation n'a aucun sens, c'est forcément un rêve ». Suivi de cette phrase qu'elle va se dire elle-même dans son rêve « Tu es en danger ». Et juste après ça, elle va se réveiller. Mais bon, elle va pas trop réfléchir à ça, et elle va se dire « Ouais, bon, c'est qu'un rêve quoi ». Le début de journée va plutôt bien se passer, mais arrivé 13h, là, elle va commencer un petit peu à stresser. Un mauvais pressentiment va envahir tout son corps et une boule au ventre va commencer à s'installer. Elle va décider de partir en avance à 14h50 pour le babysitting chez la famille. Comme elle va nous l'expliquer, la maison se trouvait dans un chemin boueux et très cabossé. Elle était au bord de l'autoroute, mais entourée d'une vaste forêt. La première chose qu'elle va faire en arrivant, c'est sonner à l'interphone et une personne va répondre. C'est le père qui va lui dire « Je vous ouvre ». Le portail va s'ouvrir, elle va s'avancer, toquer à la porte, et c'est là où le père va lui ouvrir. Et c'est à ce moment-là où Ashley a commencé à ressentir un énorme stress. Un sentiment qui en elle va lui dire qu'elle doit s'enfuir au plus vite, et qu'elle ne doit absolument pas rester là. Elle ne sait pas pourquoi elle a ressenti un tel malaise en arrivant dans la maison, mais elle pense que c'est à cause du père qui était vraiment bizarre. Il avait jeté un regard insistant sur elle et un sourire totalement malsain. Elle en avait eu pas mal de frissons. Son corps lui disait qu'elle était en danger, mais elle ne pouvait absolument rien faire. Elle était tétanisée de peur. Mais elle essayait tant bien que mal de ne rien montrer. Elle ne sait pas encore si c'est son aura ou son intention tellement mauvaise qui lui ont fait dire qu'elle ne rentre pas du tout. Au final, elle est rentrée dans la maison, Ashley, et elle a commencé à regarder de haut en bas l'homme, ce qui va lui permettre d'ailleurs de nous donner dans le post une briève description de lui. Le père serait habillé d'un long pantalon bleu en tissu qui traînait par terre. Il avait une chemise beaucoup trop grande pour lui et il était pieds nus avec des orteils très sales. Dans le salon, elle va observer un Playmobil par terre, elle va aussi voir la petite fille qui jouait à ce moment-là quand elle est arrivée au Playmobil, et elle aussi, elle a trouvé un petit peu chelou, comme si elle cachait quelque chose d'indiscernable que n'arrivait pas à savoir pour l'instant Ashley, mais qu'elle allait peut-être au fur et à mesure découvrir. Le père va s'en aller, après lui avoir ouvert la porte, en ne disant absolument rien, juste en lâchant un regard assez malsain, qui va encore une fois horrifier Ashley en la regardant de haut en bas pour finir par sourire comme s'il était satisfait de quelque chose. Bon, Ashley elle est venue pour faire du babysitting, donc elle va faire son job et commencer à jouer avec Alma au Playmobil. Mais au bout d'environ 15 minutes, la petite elle va commencer à devenir un petit peu bizarre. Ce qui va directement lui faire penser ça, c'est qu'elle va lui poser comme question « Tu veux pas aller chercher un autre jouet dans ma chambre ?» À cette question, Ashley va répondre que oui, elle peut y aller, mais qu'elle aussi, elle peut se déplacer et elle sera beaucoup mieux le jouet qu'elle veut car Ashley ne connaît pas trop la maison. Mais à cette réponse, la petite elle va répondre « Non, toi vas-y, moi, je t'attends là ». Pour Ashley, c'était hors de question d'y aller seule, car la chambre de la petite fille se trouvait pratiquement au même endroit où le père s'était enfermé à clé pour travailler. Elle ne saurait pas nous expliquer mieux que ça, mais en fait elle avait l'impression qu'on voulait lui tendre un piège. Ashley va essayer de convaincre la petite de venir avec elle, en lui disant qu'elle ne sait pas du tout où est sa chambre et qu'elle aimerait bien qu'elle soit accompagnée d'elle, et bien pour qu'elle s'y retrouve. Ashley va essayer de convaincre la petite fille de venir avec elle, afin qu'elle lui montre sa chambre, comme elle ne savait pas où c'était. Et c'est à la fin de cette demande qu'elle a senti qu'elle n'allait jamais sortir de cette maison. Elles vont finalement y aller toutes les deux, la petite va accepter, Ashley va se mettre à regarder toutes les pièces de manière très attentive en traversant le couloir pour voir où était le père, mais bizarrement Ashley elle ne va pas voir le père dans aucune des pièces. Alma et elle vont donc discuter, Ashley va être beaucoup plus rassurée, elle va commencer à faire des coloriages avec Alma, Alma va se mettre à la regarder tout en coloriant et en discutant de tout et de rien, sauf qu'à un moment, Alma va s'arrêter, d'un coup, elle va mettre les mains derrière son dos et va commencer, pour aucune raison, à fixer Ashley. Elle avait les yeux grands ouverts, bien écarquillés, pendant une bonne minute. Ashley va donc la regarder aussi pour voir si tout va bien, elle va pas comprendre du tout sa réaction, et pour aucune raison, là, elle va arrêter totalement de la fixer et va continuer de dessiner.
comme si de rien n'était. Bref, tout est bizarre, la maison, l'ambiance, les personnes qui vivent dedans, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Juste après cet événement un petit peu bizarre, Ashley, elle va commencer de plus en plus à flipper et va se dire bon, là il faut que je regarde un petit peu, au cas où ça dérape, il faut que j'ai de quoi me défendre. Donc elle va regarder dans la pièce tous les objets qui pourraient potentiellement lui servir d'arme au cas où ça dégénère. Avec toujours bien sûr l'œil rivé sur la porte de la chambre de Alma qui était encore ouverte. Tous les deux à un jeu, le temps va être très long, mais Ashley n'a pas le choix de prendre sur elle malgré que ses mains tremblaient de stress sans savoir pourquoi. La fin du babysitting arrive, il est maintenant 17h, Ashley va commencer à être de plus en plus soulagée et à ce même moment, le père va rentrer dans la chambre et va dire « il est 17h ». Ashley va se lever en se disant que son heure est finie, elle va mourir, que le gars va sortir une arme et va la tuer. Elle pense à tout et n'importe quoi à ce moment-là car il lui faisait vraiment peur, sauf que non, il ne va rien lui arriver du tout. Le père va lui donner les 30 €, elle va les récupérer, elle va dire au revoir, s'en aller et dire en souriant à demain. Une chose à noter d'assez importante, notez bien cette information là, au bout de 2 heures, la mère n'était toujours pas revenue à la maison, donc pour elle, le babysitting n'avait servi à absolument rien, puisqu'elle laissait à nouveau la petite fille seule avec son père. Elle ne va pas du tout comprendre pourquoi cette famille ont besoin de babysitter, mais vous inquiétez pas, elle va très vite le découvrir. À ce moment-là, elle va courir dans sa voiture à toute vitesse et va se mettre à pleurer des larmes sans comprendre ce qu'il vient de lui arriver. Elle n'avait jamais eu ce sentiment horrible d'être en danger. Elle va se dire qu'elle a échappé à la mort alors qu'en soi il ne s'était rien passé. Mais en réfléchissant un petit peu, elle va se dire qu'en fait elle a eu de réelles raisons d'avoir eu ce sentiment-là. Pendant une conversation qu'elle avait eue avec Alma, elle va lui dire qu'ils ont nettoyé la piscine pour son anniversaire en famille le lendemain, le jour où elle est censée la garder. Mais là elle va se dire pourquoi elle devrait garder le jour de son anniversaire Alma de 16h à 23h, ça n'a pas tellement de cohérence. Parce qu'elle va se dire, il y a des adultes, la famille, il y a beaucoup de gens en fait qui pourraient surveiller Alma. Pourquoi elle devrait le faire ? Elle comprend vraiment pas. Tout va sembler ultra flou pour elle. Surtout que 7 heures de babysitting, c'est peu commun. Encore plus durant un anniversaire, dans lequel il y aura plein d'adultes qui seront présents. Ashley va nous dire qu'elle n'a jamais rencontré la mère de la famille, qu'elle ne l'a aussi jamais eu au téléphone, et qu'elle n'avait jamais eu de réelles preuves que cette femme existe vraiment. Le soir d'après les 2 heures de babysitting, la maman lui avait envoyé un message dans lequel elle demandait si tout s'était bien passé. Bon, Ashley, vous l'aurez deviné, va full mytho, elle va dire que tout s'est bien passé, mais qu'elle ne pourra malheureusement pas venir le lendemain comme ce qui était prévu, le samedi du coup de 16h à 23h, car son grand-père est très malade et qu'il est actuellement à l'hôpital. Bon oui, avec le recul, elle trouve que c'est une excuse un peu nulle, mais bon, elle avait vraiment pas envie d'y retourner. Elle explique donc tout ça à la mère pour cette nouvelle-là et qu'elle espère qu'elle trouvera quelqu'un d'autre pour garder sa fille. La mère va finir par lire le message et va répondre « Ok, bon courage ». Ashley va trouver la réponse de la mère super froide et très bizarre, car aucune personne qui lit un message comme ça, aussi grave, ne répondrait comme ça. Elle va trouver sa réponse pas super civilisée. Mais bon, pourquoi pas. Peut-être qu'elle est juste égoïste et que ça lui a foutu le seum qu'elle ne puisse pas venir garder Alma à la maison. Ça peut arriver des gens comme ça qui sont un peu égoïstes, qui s'en foutent littéralement du malheur des autres. Belek, c'est peut-être ce qu'elle a ressenti la meuf. Mais avec le recul, elle va trouver la réponse de cette femme assez perturbante. Elle avait l'impression en fait que ce ok bon courage voulait dire indirectement que la femme derrière le message ressentait de la frustration, comme si le plan qu'elle avait élaboré avait échoué. Qu'elle avait compris que Ashley avait vu que cette maison et cette famille étaient assez étranges et qu'il devait chercher une autre victime que elle. Suite à tout ça, Ashley elle va vouloir faire des recherches un petit peu sur le père, parce que cette histoire l'a clairement traumatisée, elle a envie d'en savoir plus, et elle a envie d'avoir le fin mot de cette histoire. Et c'est en faisant quelques recherches sur internet où elle a appris la vérité sur cet homme, en cherchant avec son nom, et c'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle avait échappé à quelque chose de terrible. Elle a appris quelques temps après que cet homme, il était connu au niveau du gouvernement car il avait travaillé auprès de ministres, mais surtout que sa carrière, elle avait coulé après qu'il ait été accusé d'harcèlement sexuel, de séquestration et de tentative de féminicide. Et ouais, ce jour-là, Ashley va se rendre compte qu'elle avait en fait finalement échappé à un terrible drame. Peut-être que si elle était retournée ce samedi chez cette famille-là, dans le but de garder Alma, qu'elle aurait peut-être été tuée, séquestrée ou vécu des choses encore bien pires. La morale de cette histoire, comme nous le dit Ashley, c'est d'écouter finalement votre instinct et votre spider sense. Parce que là, ça lui a évité vraiment le pire. Alors, est-ce que du coup, ce mec-là se faisait passer du coup pour la mère et lui envoyait tous les messages, comme Ashley nous précise qu'elle n'avait jamais vu la mère en vrai. Alors, est-ce que celle-ci existait ?
on sait pas trop. On est même pratiquement sûr à 100% que le but de cet homme était d'envoyer des messages en se faisant passer pour la mère pour rassurer entre guillemets les femmes qui voulaient faire du babysitting, comme c'était 2 femmes qui parlaient entre elles et pas un homme qui parlait à une femme. Il avait sûrement instauré ce mode opératoire pour rassurer les victimes qu'il a mené après dans sa maison. Et alors du coup oui, est-ce que Alma était vraiment sa fille? Eh bien on n'est pas trop sûr. Est-ce que cette Alma est du coup finalement séquestrée chez cet homme et qu'elle est retenue par sa volonté? Ça on le saura jamais, et si c'est le cas c'est vraiment terrible. En tout cas, histoire de dingue. Heureusement il n'est rien arrivé à Ashley. Si tu te reconnais en commentaire Ashley, n'hésite pas à nous faire un petit update. Est-ce que tu as eu d'autres infos par rapport à ce gars? On aimerait tout savoir. Vérifiez quand même les infos des personnes chez qui vous allez avant de faire quoi que ce soit. La première chose à savoir d'importante, c'est que l'histoire que Aurore s'apprête à nous raconter s'est passée 1 semaine avant qu'elle m'écrive son témoignage. À cette époque-là de sa vie, Aurore, elle avait un copain qu'on appellera tout au long de l'histoire Mathieu. Cela faisait tous les 2-3 ans qu'ils étaient ensemble. Ils ont alors donc pris la décision de prendre un appartement à 2 pour encore plus renforcer leur couple et unifier leur lien. Cette opportunité va aussi arranger Aurore de son côté pour la simple et bonne raison qu'elle avait les études, elle, à côté, un BTS notamment, et donc l'appartement était le parfait moyen pour éviter les transports. Détail que a voulu nous préciser Aurore avant de nous raconter les événements un petit peu flippants, voire très flippants qu'elle a vécu. L'appartement dans lequel s'apprêtait à vivre le jeune couple datait des années 60-70. Donc on est sur un bâtiment relativement ancien d'après les informations du propriétaire. Aurore et Mathieu ne vont pas plus s'intéresser à l'historique du lieu, car eux, la seule chose qu'ils voulaient, c'était s'installer tranquillement en couple et vivre une vie étudiante des plus banales. Deuxième détail à noter d'assez important, le sol était du parquet, il craquait de manière régulière, comme l'escalier, qui lui aussi était en bois. Bref, un détail comme un autre. Le déménagement va plutôt bien se passer, le couple ne va pas forcément rencontrer quelconque galère, sauf une, et celle-ci, c'est Aurore qui va la vivre. Aurore, elle va remarquer que son copain Mathieu, il commence à avoir un comportement super étrange. Aurore va nous raconter que pendant plusieurs nuits, elle se réveillait par les grognements de Mathieu. Il se mettait à des moments aléatoires dans la nuit à grogner, seul, sans aucune raison. Aurore va nous expliquer que c'est la première fois qu'il faisait ça et que avant qu'ils aient cet appartement, jamais cet incident lui était arrivé. Et c'est pourquoi elle a trouvé ce comportement-là d'autant plus étrange. Aurore va quand même continuer à garder un œil sur son copain car elle trouve qu'il commence à devenir de plus en plus louche. Même si Aurore va très vite oublier cet événement-là qui va quand même la foutre mal, elle va remarquer encore un comportement assez étrange de la part de Mathieu. Il va se mettre, alors qu'il n'était pas forcément intéressé par ça, à acheter une table de Ouija. Pire encore, il va commencer à faire des gris-gris partout dans la maison à des endroits totalement aléatoires. Bref, l'ambiance dans l'appartement était ultra pesante. Mais bon, encore une fois, Aurore, elle va se dire non, il faut que je reste rationnelle. Même si Mathieu et l'occulte n'avaient aucun rapport et n'étaient pas cohérents pour elle, elle va peut-être se dire que c'était une passion passagère et qu'il allait très vite passer à autre chose. Sauf que malheureusement pas du tout. Un soir, en rentrant de l'école, Aurore, elle va recevoir un message. Ce message, c'était Mathieu qui l'avait envoyé. Et celui-ci disait que si elle voulait rester en vie, qu'elle ne devait en aucun cas rentrer à l'appart, sinon ça finirait très mal. Mathieu va lui envoyer ça sans contexte, sans qu'il n'y ait eu avant ça aucune conversation, donc elle va trouver ça d'autant plus bizarre. Elle ne va pas forcément prêter beaucoup d'attention à cette menace-là, car elle va penser qu'il est encore dans une crise un petit peu bizarre. Elle va donc arriver à destination, rentrer dans l'appartement, et au moment d'ouvrir la porte, Aurore va sentir une odeur tout droit venue des enfers. L'odeur, elle va nous la faire comprendre en nous expliquant que c'était comme si une personne avait laissé pendant plus d'1 semaine de la viande pourrie fermentée. En plus de ça, le froid de la pièce se rajoutait à l'ambiance pesante de la maison et de l'odeur. Enfin, c'était horrible pour elle tous les moments qu'elle vivait dans cet appartement, depuis les grognements qu'elle avait entendus pendant la nuit de son petit copain. Comme elle me l'a précisé à l'écrit, elle se sentait comme dans un film d'horreur. Son copain à ce moment-là, lui aussi était dans l'appartement et va se mettre à descendre pour voir Aurore. Le premier réflexe qu'il va avoir, c'est la prendre dans ses bras, lui faire un gros câlin et la rassurer par rapport à cette odeur immonde. Absolument pas. Il va faire tout l'inverse. Il va descendre les escaliers et pour aucune raison lui crier dessus. Il va devenir de plus en plus violent avec Aurore alors que avant ça, comme nous l'explique Aurore encore une fois, il n'était pas du tout
comme ça. En plus de la peur, de la saturation nerveuse commençait à se rajouter, elle commençait à être de plus en plus fatiguée moralement. C'est pourquoi elle a tout relâché, elle a dit bon là c'est bon, arrête de me parler, je me barre en haut. Donc elle s'est mise à prendre les escaliers pour monter dans leur chambre et quand elle a ouvert la porte, c'est là encore une fois où elle a découvert une scène pas agréable du tout. Devant ses yeux se trouvait la planche de Ouija de son copain et des bougies se rajoutaient à ça, éparpillées dans toute la pièce. Comme l'aurait vécu toute personne, Aurore va très mal vivre cette découverte-là, alors elle a fait ses affaires, pris le nécessaire et a vite filé chez sa meilleure amie pour y dormir tout le week-end. C'était prévisible, mais pendant tout le week-end, Aurore va se faire harceler de messages, tous plus bizarres les uns que les autres. Une véritable pression psychologique et angoisse était en train de s'installer petit à petit en elle. Le mot exact qu'elle a utilisé pour me raconter son histoire était terrifiée. Elle était vraiment terrifiée de ce mec-là. Pourtant, c'était, on le rappelle, son petit ami. Petit ami avec qui elle était restée quand même 3 ans. Est-ce que vous imaginez l'horreur de voir une personne changer radicalement du jour au lendemain? Bref, elle va donc devoir malheureusement rentrer chez elle pour le lendemain matin suivre ses cours. Elle était obligée en fait à cause du BTS. Le dimanche soir, elle se présente donc devant son appartement. Elle ouvre la porte et là, encore une fois, c'est là où elle va découvrir une scène des plus macabres. L'appartement qu'elle avait laissé au début propre et nickel, là était en bordel complet. Il y avait même des traces sur le sol, sur les murs, marron et noir. Alors que initialement, quand elle avait laissé l'appartement à Mathieu, ce n'était pas du tout visible. Évidemment, Aurore va nous préciser que c'est une personne qui est très maniaque et rigoureuse sur le ménage et qu'elle n'aurait jamais pu laisser l'appartement dans un tel état. Mardi soir dernier, Aurore a pris la décision de dormir éloignée de son petit copain. Il était devenu très violent et ne voulait même plus l'approcher. Elle en est même venue à ressentir un profond dégoût pour lui. Elle va donc dormir en bas, au salon, sur les canapés. Elle ne va pas réussir au début à trouver le sommeil, mais va finir par s'endormir. Jusqu'à ce qu'une douleur atroce la réveille en plein sommeil. Elle va ressentir une douleur indescriptible au niveau des genoux et c'est pourquoi très vite, elle a eu le réflexe d'allumer la lumière pour voir ce qui se passait. Et là, elle va être choquée. Choquée de voir ce qu'elle a découvert et ce qu'elle a pu nous filmer pour avoir des preuves. Il va lui arriver la même chose pour son coude, mais cette fois-ci ça va être un petit peu différent. Elle avait comme une sorte de brûlure. Elle n'est pas somnambule, elle n'est pas tombée du canapé, comme elle nous le précise. Mais alors c'était quoi? Son petit copain? Impossible. Comme lui, dormait en haut. Et forcément, si ça aurait été lui, elle l'aurait vu. Mais bon, elle va préférer relativiser et se dire qu'elle a sûrement dû tomber du canapé inconsciemment et qu'elle n'a pas capté comme il était assez tard. Et maintenant, venons-en à mercredi dernier. Elle rentrait des cours et encore une fois, quand elle va ouvrir la porte, elle va voir ses chats qui regardent la porte du placard à chaussures. Alors là, elle va trouver ça un petit peu étrange car vraiment les chats vont rester focalisés sur le placard et d'ailleurs, elle a même filmé. On peut remarquer que les chats sont obnubilés parce qu'il y a devant eux un placard. Comme nous le précise Aurore, au moment des faits, elle aurait même entendu des tap-tap. Mais pour la je ne sais combienième de fois, elle va encore se dire « c'est moi qui imagine tout ». Les chats, on sait très bien qu'ils voient énormément de choses et sont aussi parfois tête en l'air, donc on peut très vite rationaliser ça et pas en faire tout un plat. Sauf que, quand même par intuition, pour elle ne sait quelle raison, elle a voulu ouvrir ce fameux placard. Donc elle a fait, quand elle va ouvrir le placard, elle va tomber sur un bout de papier avec les extrémités brûlées. Et sur celui-ci, il y avait son nom, son prénom et sa date de naissance marquée dessus. Aurore va évidemment mettre du temps à réaliser ce qu'elle vient de découvrir. Elle va en vouloir énormément à son petit copain et va à la fois pas du tout comprendre ce qui se passe. Elle va se décider quand même à aller le voir pour expliquer calmement la situation et ce qu'elle vient de découvrir. Sauf que lui là va très mal réagir, à tel point qu'il va commencer à devenir très violent avec elle et à l'insulter de tous les noms. Cette embrouille va être la plus grosse qu'ils aient eue, alors qu'avant ça, c'était jamais arrivé. C'était le genre de couple assez calme
qui savaient communiquer entre eux pour régler les problèmes dans le calme, sans passer par la violence ou les propos assez virulents. Mathieu, saoulé de la situation et très en colère, va finir par quitter l'appartement, claquer la porte pour finir par aller dormir chez un pote, comme l'avait fait un week-end finalement quelques temps avant Aurore. Bon, elle va être un petit peu soulagée quand même, ça va la laisser un petit peu dans le calme, sans son petit ami Mathieu qui était devenu incontrôlable, mais à la fois ça va la faire peur car elle se retrouvait là, tout seul, dans un lieu chargé d'énergie potentiellement négative et qui lui veulent sûrement du mal. Aurore nous cache pas qu'elle va complètement paniquer, elle va mettre du gros sel partout, des cailloux magiques comme elle appelle ça, pour essayer de purifier la maison et d'enlever toutes les ondes négatives pour essayer de régler le problème. Détail à savoir, Aurore avait des chats et ils aimaient bien souvent venir à l'étage pour dormir avec Aurore. Sauf que là ils avaient totalement arrêté, comme si quelque chose les retenait de monter. Le vendredi soir, son copain va revenir à la maison et le matin de cette même journée, pour Aurore, il était impossible de se lever. Elle va être totalement paralysée dans son lit, elle va se réveiller avec des douleurs atroces à tel point qu'elle va en pleurer. Elle va très vite réagir et dans la précipitation appeler une pote qui va réussir à l'aider pour aller aux urgences. Arrivée aux urgences, les médecins vont faire un constat très simple, les symptômes qu'elle avait ressemblaient très clairement à un accident de voiture. Les médecins vont même douter de la véracité des propos de Aurore, car cela va sembler impossible pour eux qu'en ne faisant rien, on puisse avoir des douleurs, des symptômes qui ressemblent à des douleurs que peut avoir une personne qui a eu un accident de voiture. Ils vont pas comprendre. Même Aurore ne va pas comprendre, personne ne va comprendre ce qui lui arrive. Comme là c'était trop, Aurore elle s'est dit il faut que je contacte une médium très vite pour dégager tout ça. Elle a donc fait venir une femme douée dans l'ésotérisme, une médium dans l'appartement et effectivement en entrant dans l'appartement elle avait ressenti que quelqu'un avait fait quelque chose de pas bien du tout, avait ouvert des portails que lui seul ne savait pas maîtriser. La médium va être très franche avec Aurore et va lui dire que c'est à cause de son petit copain qu'il arrive tous ces événements très étranges. Tous les rituels qu'il avait faits étaient une porte d'entrée à toutes les entités possibles et y compris les entités malsaines et démoniaques. Ce qui expliquerait d'ailleurs les taches noires et marron à côté des miroirs. Car oui, je précise, dans le monde de l'ésotérisme et du paranormal, les miroirs sont la plupart du temps des portails, enfin du moins c'est une supposition qu'on fait, au monde des morts. La médium va aussi lui dire une dernière chose, le papier qu'elle a retrouvé brûlé, avec son nom, son prénom et sa date de naissance, était sûrement un mauvais sort. Un mauvais sort qui aurait pu être donné que par son petit ami Mathieu. Aurore a fini par quitter l'appartement quelques temps après. Elle a ensuite suivi beaucoup de séances de kiné pour son accident de voiture. LOL, MDR. Elle a porté pendant 6 semaines une genouillère et n'a après ça plus du tout eu de contact avec son ex-petit copain. Elle a préféré tout stopper pour ne plus vivre l'enfer qu'elle avait vécu dans cet appartement. À l'heure d'aujourd'hui, Aurore ne sait absolument pas ce qui est arrivé à son petit ami et ne veut pas savoir en réalité car là elle est vraiment horrifiée du personnage qu'il est devenu. Je trouve son histoire cohérente. Honnêtement, des gens pourraient penser ça bizarre que par exemple elle ait le réflexe de prendre en vidéo tout ce qu'elle voit, mais on est une génération très connectée et on a peur que les gens ne nous croient pas sur nos paroles. Et je comprends totalement le fait de filmer, enfin que ce soit le premier réflexe finalement d'un jeune de notre âge maintenant, à l'heure actuelle, dans notre génération, pour que notre histoire soit beaucoup plus crédible. Ça, je peux le comprendre du coup. Pour les personnes qui seraient en mode, mais pourquoi elle filme tout ce qu'elle vit? Honnêtement, quand il t'arrive un truc comme ça, je pense que tu as envie de réunir le plus de preuves possible pour que les gens te croient après. Malheureusement, il y a encore cette part de chance qui fait que peut-être en fait tout ça est juste grave rationnel. Tout est explicable scientifiquement. Même si Aurore nous précise qu'elle a quitté l'appartement, je lui ai parlé sur Instagram, d'ailleurs super personne, elle est super gentille, elle est encore dans l'appartement, elle vit encore dans ce lieu avec ses chats et de ce qu'elle m'a dit, elle devrait quitter l'appartement très bientôt dans les prochaines semaines. Et fait étrange à noter, elle m'a envoyé une vidéo ce soir d'ailleurs où elle me montre ses chats qui dorment avec elle. Donc ces chats, j'ai l'impression, sont de nouveau aptes à monter à l'étage, ce qui n'était pas le cas quand Mathieu, son petit copain, était dans l'appartement. Enfin bref, histoire de malade mental, à la fois tragique pour son ex-petit ami, est-ce qu'il était possédé, est-ce qu'il avait une maladie mentale. La folie pour moi est très peu probable car avant il n'était pas du tout comme ça et qu'il pète un câble du jour au lendemain et qu'il se mette à faire des Ouija, des trucs très spécifiques comme ça avec le domaine de l'occulte. Pour moi, il y a vraiment un truc de possession. Ça m'intéresserait vraiment de voir en commentaire vos avis, car je trouve l'histoire, mais bluffante quoi.
Je sais que beaucoup de personnes vont être déçues, peut-être tristes, peut-être en dépression. Le terme est abusé. Nous sommes sur la dernière histoire, la troisième. J'espère qu'elle vous plaira tout autant que les deux autres d'avant. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre une petite note en commentaire sur les histoires. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que la mécanique vous fait peur? Ou pas du tout? Voilà, peut-être que ça peut être pas du tout terrifiant pour des gens. J'attends vos retours. La dernière histoire, c'est une adolescente qui va la vivre et elle s'appelle Sarah Winderson. Elle est extrêmement fan de Snapchat et utilise l'application souvent. Et c'est d'ailleurs sur cette application-là qu'elle parle à son petit copain. Comme elle va nous le décrire, c'est un jeune garçon coquette, étudiant hétéro, star de l'athlétisme, tout ce qu'une fille voudrait chez un homme. Mais il n'était pas parfait, comme elle nous le dit cependant. Il souffrait d'un trouble mental appelé trouble explosif intermittent. Celui-ci, il le faisait souvent entrer dans des phases de crise, de rage incontrôlables, chaque fois qu'il ressentait du stress. Ses parents ne vont jamais être là pour lui, eux qui se battaient pour le divorce, ne vont pratiquement pas lui apporter d'attention, et ce qui va aggraver un petit peu sa maladie. Cette maladie va rendre la relation entre Sarah et lui assez difficile. Mais même si des fois il avait des comportements que trouvait Sarah un petit peu chelou, eh bien il lui disait toujours cette phrase-là: quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours bébé. Elle va nous le décrire comme un garçon très gentil et qui aimait pratiquement tout le monde. Elle avait l'habitude de parler souvent avec lui sur Snapchat, et un jour elle va recevoir une notif. C'était bien lui. Dans son message, il indiquait qu'il lui avait fait un cadeau. Sarah va être assez curieuse de savoir le cadeau, alors elle a simplement répondu « Tu m'as offert un cadeau ?» À cette question, son petit copain, qu'on appellera Michael, car il n'a pas forcément de nom dans l'histoire, il va dire ceci et répondre un peu à côté de la plaque. « Tu sais à quel point mes parents t'ont toujours détesté? Comme ils ont toujours dit que j'étais trop bien pour toi. » Cette réponse va la rendre un petit peu méfiante et va se rappeler d'un comportement qu'avait eu Michael, son petit copain, un petit peu bizarre. Elle se souvient qu'une fois, ses parents, ils étaient en train de s'embrasser pendant que Michael était à la maison, bon comme font tous les parents quoi, et là pour aucune raison, ils s'étaient mis à crier dans le salon très fort, sans aucune raison apparente. En revanche, les parents de Sarah étaient quand même assez bienveillants, ils ne détestaient pas pour autant le petit ami de leur fille. Ils essayaient d'être assez compréhensifs avec la maladie qu'il avait. Mais en revanche, les parents du petit Michael, ils étaient aussi un petit peu chelous. Ses parents, ils la traitaient toujours de bimbo, sans aucune valeur, et d'idiote. Mais heureusement, Michael la rassurait toujours. Quand elle se faisait insulter gratuitement, il lui disait que ce n'était pas du tout le cas, que ses parents mentaient. Comme son petit copain lui a dit qu'il voulait lui offrir un cadeau, elle s'est automatiquement dit que peut-être il leur avait fait changer d'avis sur la personne qu'elle était. Mais elle a fini par tout simplement répondre à son message « ouais ». Et là, il va répondre un truc qui va commencer à éclaircir l'horreur du futur. Eh bien, il n'y a plus lieu de s'inquiéter pour eux. Et après cette phrase-là, Sarah s'est mise à crier. Vous me direz pourquoi elle s'est mise à crier? Eh bien voici la raison. La photo qui accompagnait le message était terrifiante. Devant ses yeux, en photo Snapchat, il y avait les parents de son petit copain Michael pendus au plafond, avec du sang qui dégoulinait sur leur corps, sans vie. Sarah va se mettre à pleurer des tonnes de larmes, ne comprenant pas du tout pourquoi il avait fait ça, et même elle va se demander si tout ça n'est pas une blague, et est-ce que vraiment ces types-là sont vraiment ses parents quoi. Elle va vraiment rentrer dans un déni qui va essayer de la protéger de la réalité horrible et glauque de la situation. Après cette photo, Michael, il va lui envoyer cette phrase-là: « Il te traitait de détritus, et je me suis mis en colère. Nos problèmes sont à présent résolus bébé, nous pouvons être ensemble pour toujours. » Elle va ressentir directement après ça un sentiment de dégoût envers lui, elle ne va plus du tout être amoureux de lui, tous les sentiments vont partir en une fraction de seconde, trouvant que ce qu'il avait fait était tout simplement impardonnable. « Je ne veux plus être avec toi, je ne t'aime pas, tu es un psychopathe. » Après qu'elle ait répondu à son message, Michael, il lui a fallu 20 minutes pour qu'il réponde. La notification d'un nouveau message de Michael est apparue sur son téléphone et elle a énormément hésité à répondre. Finalement, elle l'a fait et le message disait « Est-ce vrai ?» Mais la photo qui l'accompagnait va lui glacer automatiquement le sang jusqu'au dos. La photo qu'elle va ouvrir est une photo de sa maison. Elle va faire un bond de 2 mètres, continuer à être paniquée, angoissée, pleurer, et après cet incident, soudainement, 3 messages vont apparaître sur son téléphone. Elle va tapoter le premier d'une main tremblante, puis va vomir. La photo était celle de sa mère, dans la cour, décapitée et éviscérée comme un animal, avec lui debout à côté, en souriant, avec un sourire psychotique. Sur la photo, on peut voir que la tête avait été posée à côté de son corps. Les mots situés en dessous de la photo étaient les suivants. « Est-ce que tu m'aimes maintenant ?» Elle va ouvrir le dernier message et va voir qu'il y a son père sur la photo cette fois-ci, étendu sur le sol, la gorge tranchée et le sang
tachant le tapis de pourpre. Tapis qui se situait dans la maison. La photo était suivie d'un message où il avait marqué « Aime-moi maintenant ». Dans la panique totale, elle va se mettre à crier « Où es-tu » Elle va recevoir à nouveau un message de lui indiquant « Dans l'escalier ». La dernière photo qu'il a envoyée était celle de la porte de sa chambre en haut des escaliers. Elle va entendre des pas se rapprocher de sa porte, un autre message va apparaître sur son téléphone, elle a ouvert, elle va voir qu'il y a marqué « Est-ce que tu m'aimes ?» Il n'y avait pas d'image cette fois-ci, juste l'obscurité. D'un doigt tremblant, elle va taper « Non » et ce sera la dernière action qu'elle fera. La dernière chose qu'elle va entendre va être le bruit d'une porte qui va s'ouvrir brusquement.